Je vous propose qu'on commence cette table ronde qui est sur la thématique de l'accès aux soins et de la question du renoncement aux soins. Alors, un mot d'introduction pour dire que c'est une thématique que vous n'avez probablement pas souvent rencontrée dans les congrès syndicaux de médecins et certainement pas non plus dans les congrès, on va dire, plus disciplinaires. Et pourtant, en médecine générale, on est malgré tout confronté au renoncement aux soins, évidemment par les patients qui ne viennent pas nous voir. Ceux-là, c'est un peu difficile de les identifier, mais probablement aussi par les patients qui renoncent aux soins que vous allez indiquer en deuxième recours, donc soit pour des analyses, des prises de sang, des examens complémentaires, soit pour des avis spécialisés pour lesquels vous n'allez probablement pas comprendre tout de suite pourquoi le patient n'est pas allé voir le spécialiste que vous lui avez recommandé. Et peut-être que cet atelier va vous permettre de changer de regard sur ce type de patients qui ne sont pas juste des patients un peu casse-pieds qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit, mais qui a peut-être quand même une bonne raison qui n'est pas forcément verbalisée pour qu'ils ne suivent pas vos conseils. On a souhaité balayer un petit peu cette question de manière, on va dire, assez large, parce que c'est une question qui peut revêtir beaucoup d'aspects, et du coup, on a invité à intervenir pas mal d'intervenants différents. En l'occurrence, M. Christian Fatou, qui est notre minorité visible au milieu des femmes, qui est le directeur de la CPAM du Gard. Pourquoi la CPAM du Gard? Parce que la CPAM du Gard a mis en place un dispositif original pour lutter contre le renoncement en soins, et donc l'objet de son intervention va être de vous le présenter et d'en discuter avec vous. Nous avons également à sa gauche deux représentants de l'adresse qui vont vous parler un petit peu plus de l'accessibilité géographique et de la dimension géographique du renoncement aux soins. Vous avez à sa droite, tout de suite à côté, Sophia Chattelard, qui est médecin généraliste et qui a travaillé sur les inégalités sociales de santé, qui est une thématique dont vous avez probablement entendu parler, mais qui se matérialise concrètement pour vos patients. Elle va vous expliquer comment. Et celle qu'on ne présente plus, Sophie Ogro, qui va vous présenter en fin de table ronde les thématiques sur lesquelles Réagir travaille actuellement, en lien avec la table ronde évidemment. Donc on va passer en revue ces différents aspects. On a à peu près 15 minutes de présentation, 15-20 minutes de présentation par les intervenants, à peu près autant de questions dans la salle. Donc surtout, ne vous privez pas. Le but, c'est justement de poser toutes les questions que vous voulez et nos intervenants, je suis sûr, seront en capacité d'y répondre. Et je vais laisser la parole à M. Fatou. Est-ce que vous voulez qu'on projette la vidéo tout de suite ou est-ce que vous voulez faire un mot d'introduction ? Commencer par la vidéo. Allez, c'est parti, ça va. Alors, normalement, ça marche. C'est le moment fatidique. Ça marche. À cette époque, je ne me souciais pas de soucis de santé puisque j'avais tout ce qu'il fallait jusqu'au jour où j'ai perdu ma place à l'hôpital et que mon mari a eu un accident de la route. Il y a une trentaine d'années, c'est pas nouveau. J'ai eu un très très grave accident de voiture. En janvier 2005, un grave accident du travail, j'ai eu les deux épaules totalement déchirées. Et j'ai été licenciée quelques années après, au bout de 3 ans. Un beau jour, je me suis retrouvé avec c'est pas un trou, c'est un gouffre financier. J'ai retrouvé le travail assez rapidement, je vais dire. Et puis au bout de 6 années, je suis licencié. J'étais plus à l'école, j'étais livrée à moi-même, donc il me fallait reprendre il fallait commencer la vie depuis zéro. Le problème dentaire, il a commencé quasiment les 6 premiers mois qui ont suivi mon licenciement. Le dentiste, quand il m'a dit le montant du devis, moi j'ai dit je m'excuse, je ne peux pas faire face. On a fait un prêt personnel pour pouvoir payer, c'était près des 14 000 €. En tant que personne handicapée, je n'ai pas le droit de faire un crédit. Bon, j'ai été envoyé ce monsieur qui m'a dit Madame, quand on veut faire des soins dentaires, on économise, on met de l'argent de côté. Là, j'ai été... Vous n'allez pas chez le médecin, vous n'allez pas chez le dentiste, vous ne pouvez pas payer de mutuelle. Comment voulez-vous, quand il vous reste 80 € par mois pour vous nourrir,
je veux dire, voilà. Je ne pouvais pas me permettre d'aller au-delà d'un certain montant. C'était ça la difficulté pour moi. Parce que 150, 200 euros par mois, c'est pas possible sur un simple salaire. Un seul salaire, c'est pas possible. Quand on est en retraite, on n'a pas les mêmes moyens que quand on est au travail. Frapper à toutes les portes pour essayer de trouver un coup de main en disant donnez-moi la possibilité de faire quelque chose. Laissez-moi au moins vous expliquer ce qui m'arrive. Laissez-moi en parler. Je suis allée au niveau de la MLJ de Nîmes. Et donc, c'est eux qui m'ont orientée. Ils m'ont dit, bon, la santé, c'est quand même important. Et je devais tout revoir avec eux. C'est vrai que j'ai laissé courir. Je m'en suis pas trop occupée. Et c'est directement la CPAM qui m'a rappelé. Donc, c'était super gentil parce que c'était bien, quoi. C'est avéré que nous avons reçu un coup de téléphone à la maison de service d'ici, de la direction de Nîmes, en nous disant qu'il y avait un projet qui était lancé pour aider les gens dans ma situation qui n'avaient pas d'argent pour se soigner, de pouvoir aider à monter un dossier et voir les différentes possibilités pour pouvoir... c'était même pas encore pour pouvoir être aidé, c'était pour voir ce qu'il y avait possibilité de faire. Au début, je l'ai mal pris, hein. Je me disais dans ma tête, pas au téléphone, mais arrêtez de m'appeler là, qu'est-ce que vous faites? Vous m'harcelez, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie. Pourquoi je me disais ça dans ma tête? Parce que je me disais, oui, ils veulent que j'aille me faire soigner, mais où je vais trouver le financement? Je m'attendais pas à ce qu'ils me disent, mais vous avez des possibilités d'aide. Et donc ça s'est passé très rapidement. Donc en quelques jours de temps, on a été reçus par une dame de ce service qui a été spécialement créé. C'est une personne humaine qui m'a expliqué la marche à suivre avec le dossier à faire auprès de votre organisme, qui m'a aidé quand je ne comprenais pas ou quand tout le temps elle a été là pour moi, pour me sécuriser. Ça a été une personne formidable parce que grâce à elle, elle m'a soutenue et grâce à elle, j'ai foncé. Ce que je ne savais pas, parce que j'avais été à ma mutuelle, mais ma mutuelle ne m'a jamais parlé du fonds de solidarité. Des gens ici qui m'ont tendu la main en me disant vous pouvez bénéficier d'aide pour obtenir une assurance maladie. Voilà, donc j'ai eu droit à des chèques d'aide d'un montant de 600 € puisque nous sommes 4, mon mari, moi et mes 2 enfants. J'ai pu prendre une assurance maladie. Ici, ils ont pu m'orienter et me dire on travaille en collaboration avec des assurances. Donc j'ai eu des devis, j'ai pu faire un choix. Une chose extrêmement importante, d'avoir été écoutée, d'avoir été reçue, entendue. Qu'on me dise oui, on va vous écouter. Et après, en plus, qu'on me dise oui, on vous aide. Là, ça a été... Ces dames m'ont appelé en me disant vous avez droit à un bilan de santé, on va vous l'envoyer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de côté. Elles m'ont encore appelé, vous savez que vous avez droit à un bilan de santé, on vous l'a envoyé, vous l'avez reçu? Je dis ah non, non, j'ai pas reçu, c'était un mensonge. J'aurais pas eu cette écoute, parce que c'est ça qui est important, c'est l'écoute. Vraiment, c'est pas parce qu'on m'a aidé ou quoi, par rapport à l'argent, je veux dire. C'est que vraiment, je me suis senti, c'est grâce, moi je peux le dire, c'est grâce à la CPAM du Gard, de Nîmes, grâce à ce travail qui a été fait autour de moi, qui dépasse le cadre financier, un travail psychologique, de compréhension de mon problème, de me rendre ma dignité quelque part. C'est complètement ça. Les gens qui ont des choses aussi graves n'osent pas le dire. Ils n'osent pas se présenter, ils ne viennent pas dire voilà, j'ai un problème comme ça. On a honte. Parce que bon, on a peut-être un petit peu honte de demander, mais en définitive, c'est un tort parce que la santé est primordiale. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps un leader au niveau national, on va dire, on ne va pas le citer, et quand il vous parle du cancer de l'assistanat c'est un cancer. Moi j'ai envie de lui dire, je ne vous le souhaite pas monsieur, il y a un cancer bien plus important, c'est la misère, c'est la détresse psychologique, c'est le matin de se lever, de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma journée. À 50 ans, en ayant été ce que je suis,
comment peut-on imaginer un instant qu'on a envie d'être assisté à hauteur de 500 € par mois? Mais comment peut-on imaginer qu'on a envie de rester comme ça? Je trouve que c'est bien cette action parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation, qui se disent je suis seule, je ne peux pas m'occuper de moi, donc je laisse faire, je fais le minimum et ben, tant pis, demain peut-être j'aurai un peu plus de sous, j'aurai une meilleure place et je pourrai me soigner. Mais non, c'est pas demain, c'est maintenant, c'est dès le moment où il y a le petit truc, là il faut y aller, il faut se soigner. Et moi j'ai eu cette chance et j'aimerais bien que d'autres personnes bénéficient de ça. Voilà, donc une CPAM gentille. C'est à vous. Vous pouvez rester là si vous voulez. Oui. Ouais. Bon, tout d'abord, merci pour votre invitation. Peut-être dire en deux mots, au fond, comment... D'abord dire que ça fait 5 ans en fait, qu'on travaille sur ces questions d'accès aux soins dans le Gard. Et que si en fait je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est plus une expérimentation à ce jour, puisque Nicolas Revel a décidé de le généraliser en France et qu'aujourd'hui il doit y avoir 60 départements qui ont le service qui est évoqué dans cette vidéo. Donc effectivement, ça fait 5 ans que l'on a travaillé sur ce sujet. Comment c'est venu en fait, un peu par hasard quelque part, enfin, pas complètement. Il y a 5 ans, l'assurance maladie s'est intéressée à la question du non-recours. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, ce terme, non-recours au droit, notamment au droit à la CMU-C, à l'aide à la complémentaire santé. Vous devez savoir qu'en France, on a des prestations comme celle-ci où il y a un non-recours très important compte tenu de leur complexité. Et en s'intéressant au non-recours et en travaillant sur ce sujet, on s'est trouvé confronté, fin 2012, à des assurés qui avaient reçu un accord de la Caisse pour des soins dentaires et qui n'avaient pas utilisé en fait cette possibilité, ce secours. Et donc on s'est intéressé pour la première fois, on a mis du temps pour peut-être le faire, on s'est intéressé à ces personnes, on a demandé à un chercheur d'aller les rencontrer et de décrire un peu le parcours de vie et le pourquoi du comment et pourquoi ils n'avaient pas utilisé ce secours. Et ça a été l'élément déclencheur. C'était une petite enquête qui a été faite auprès de 24 assurés, mais qui a fait apparaître quoi? Il a fait apparaître d'abord, vous l'avez vu sur la vidéo, il a fait apparaître qu'en fait on n'est pas confronté à des personnes en situation d'exclusion, on est confronté à des Français très modestes, certes, qui ont des revenus sur le fil du rasoir, mais dans un département comme le mien, les personnes qui perçoivent 800 € par mois pour vivre, parce qu'elles ont une petite retraite, c'est monnaie courante. Donc des gens qui effectivement ont des petits revenus, très petits revenus, des personnes qui ont une difficulté forte à comprendre les mécanismes et le fonctionnement administratif, donc les nôtres, et donc des personnes qui étaient en renoncement aux soins sur des soins dentaires, bien sûr, optiques, auditifs, mais aussi sur des soins de spécialistes. Donc ça nous a alertés, on s'est dit, bon, on est tombé sur 24 assurés, on n'a peut-être pas eu de chance, on a peut-être pris un mauvais échantillon, mais nous avons voulu aller voir de plus près, surtout interpellés par les modes de fonctionnement administratif. On s'est rendu compte effectivement que la machine administrative que nous sommes, en fait, conduisait à de l'abandon dans le parcours de soins pour un certain nombre de personnes. Et donc ce petit rapport, quand même, nous sautait un peu à la figure, pour être clair, et on s'est dit on ne peut pas en rester là, donc c'est là qu'on a lancé un diagnostic important à l'échelle du département du Gard, avec en fait tous les partenaires institutionnels, CHU aussi, on a juste oublié un partenaire important, c'était vous, en tant que médecin. C'était pas complètement un oubli, il y avait quelque chose de l'ordre du fait que, pour ma part, je voulais remettre un peu d'ordre dans la maison. Je pensais qu'il y avait vraiment un problème chez nous, qu'il fallait qu'on travaille chez nous. Peut-être aussi le sentiment de dire, oh là là, ce sujet-là, c'est sûrement un sujet tabou chez les médecins. On va peut-être pas, on va pas se compliquer la vie, on va lancer le diagnostic. Et donc on a lancé ce diagnostic, et ce diagnostic a été co-construit avec les chercheurs, bon, peu importe, je passe sur la méthode pour gagner du temps.
Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça a duré 1 an quand même, hein. On a questionné 4000 assurés, et puis on a fait, les chercheurs ont fait 113 entretiens approfondis, donc ça a été un travail, vraiment une matière importante. Et quels ont été, en fait, en 2 mots, les résultats? Premièrement, donc je confirme, on a affaire à des personnes, j'allais dire des gens ordinaires, on n'est pas affaire à des gens... souvent, Médecins du Monde donne l'image du renoncement aux soins de personnes qui vivent dans la rue, ou des gens qui sont des migrants, ou etc. Non, c'est pas du tout la population auquel on a été confronté. C'est des personnes qui sont insérées. La plupart ont une mutuelle. Le résultat quantitatif était impressionnant. 30% alors, non pas de la population, mais 30% des personnes interrogées, donc qui étaient des visiteurs. Hein. On a interrogé les visiteurs des accueils. Accueil CEPAM, accueil mutualité, accueil CHU, accueil conseil départemental. 30% ont déclaré avoir renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois. Donc là, c'est un chiffre qui nous a quand même aussi sauté à la figure, celui-là. Et dernier constat important, c'était la gravité de ces situations de renoncement. Gravité au regard des conséquences professionnelles, sanitaires bien sûr, familiales, sociales. Donc, et d'ailleurs, ce que je viens de vous dire en 2 mots, donc les diagnostics ont été ensuite étendus à la région Languedoc-Roussillon, 1 an plus tard, et puis il est aujourd'hui reproduit systématiquement dans tous les départements. Donc je suppose que vous êtes dans beaucoup de départements qui ont fait ces diagnostics, puisque les 60 départements ont à peu près fait le diagnostic, et aujourd'hui en France, sur un échantillon de 60 000 à peu près assurés, on est sur un taux de renoncement de 27%. Je répète, 27% des visiteurs des accueils. C'est à rapprocher, mais peut-être que les personnes de l'adresse le diront, c'est à rapprocher des résultats nationaux. Voilà, il y a comment dire, une vraisemblance dans ces résultats. Alors, avec quoi comme cause? Là, je vais vraiment en simplification, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, le phénomène du renoncement aux soins est un phénomène hyper compliqué. Et d'ailleurs, vous l'avez hyper compliqué et très actuel. Hein. Donc là, ce que j'ai mis sur cette diapo, c'est des engagements que l'assurance maladie va prendre avec l'État pour la période à venir. Hein. Et vous voyez, on est encore sur comprendre le renoncement aux soins. C'est un phénomène sur lequel, une réalité sociale sur laquelle il faut travailler encore. Les causes, donc pour simplifier, les 2 causes qui nous ont poussé à l'action, ça a été bien sûr, la raison financière en permanence, hein, la raison financière est en toile de fond, et 2, je reprends le terme du chercheur, hein, l'équipe de recherche c'est l'Odenor, hein, pour ceux qui, je sais qu'il y a des personnes, je ne sais pas s'il y a des gens d'Isère là parmi vous, s'il y a des médecins d'Isère, c'est l'équipe de l'Odenor qui travaille donc à Grenoble, c'est la notion de guidance, c'est-à-dire que, et ça on l'a rencontré, et ça se sent dans les paroles et les propos des personnes que vous avez vues, c'est des personnes qui manquent d'accompagnement, entre guillemets, de votre part, c'est-à-dire de la part des médecins et de la part des institutions que nous sommes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont perdus dans les méandres administratifs, mais aussi dans les méandres du système de santé, et qu'il y a ce problème de guidance. Bon. Mais je mets en tête, bien sûr, notre institution, puisque nous, on pourrait penser que... Récemment, j'étais à Marseille et le directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, a dit un mot qui m'a fait réagir. Il a dit, enfin, qui m'a fait penser un peu à notre métier de l'assurance maladie. La Sécu, au fond, c'est l'accès aux soins. Alors c'est vrai, la Sécu, c'est l'accès aux soins. C'est un outil normalement pour accéder aux soins. Seulement, aujourd'hui, la Sécu, c'est une énorme machine qui traite des flux énormes. Vous savez que on doit avoir le compte de 50 ou 60 millions de Français, et que donc notre occupation majeure, c'est quand même malgré tout de gérer des flux, et qu'au fond, l'accès aux soins peut être un peu quelquefois pas traité comme il le faudrait. Donc c'est bien cette question de la guidance qui nous a conduit, et là j'en viens au dispositif qu'on a créé, à se dire il faut mettre en place un dispositif où on va accompagner l'assuré jusqu'à la réalisation des soins. Voilà.
J'ai oublié de préciser que dans les soins auxquels les gens renonçaient, les personnes renoncent aux soins, en fait, ils renoncent partiellement. Ce n'est pas parce qu'ils renoncent à des soins dentaires ou des soins d'optique ou des soins de spécialistes qu'ils renoncent à tous les soins. Donc on est sur des renoncements partiels la plupart du temps, voire des reports de soins. Et donc c'est bien sûr les soins dentaires qui arrivent en tête, mais on voit très rapidement qu'en général c'est un cumul de soins, et notamment des soins de spécialistes. Donc le dispositif qu'on a mis en place visait justement à organiser déjà le repérage. C'est peut-être pas un terme un peu technique, mais la détection ou l'identification des personnes qui sont en situation de difficulté d'accès aux soins. Et pour cela, on s'est appuyé donc sur tous les acteurs de la santé et du social du département qui ont bien voulu effectivement adhérer au dispositif, dont les médecins d'ailleurs, dont les professionnels de santé, et puis dont tous les agents en front office des institutions. Je passe rapidement là-dessus. Donc, un repérage tout simplement parce que les personnes, et ça a été dit très bien et très clairement dans cette vidéo, les personnes, vous devez le vivre au quotidien, les personnes qui sont en difficulté pour accéder aux soins, dans les difficultés financières, ne vont pas le dire. On est un peu là sur la loi du silence, c'est-à-dire que les personnes ne le disent pas et les institutions ne cherchent pas à savoir. L'assurance maladie ne cherchez pas trop à savoir. Donc un dispositif de repérage avec une formation des agents d'accueil qui ne savaient pas faire, qui n'osaient pas faire, parce que là on aborde des questions de santé. Il a fallu former nos agents d'accueil à oser aborder des questions qui pour eux sont des questions plutôt intimes. Bon. Et donc une fois que l'identification est faite par les professionnels, et que les professionnels ont obtenu le consentement des personnes, ce qui n'est pas toujours gagné, pour être accompagnés par quelqu'un de la CEPAM, nous avons donc créé une petite cellule que vous avez au centre et qui est chargée de prendre contact avec la personne. Et au fond, vous avez vu ce terme qu'utilise la dame qui parle de harcèlement, et au fond de ne pas lâcher, j'allais dire, la personne jusqu'à ce que les soins soient réalisés, et donc dans tous les méandres, les prises de rendez-vous, les devis pour quand ce sont des soins dentaires. Et ce sont des accompagnements qui durent en moyenne, chez nous, à peu près une centaine de jours. Donc vous voyez que ça peut durer longtemps, d'abord parce que des fois il faut faciliter l'acquisition d'un contrat de mutuelle complémentaire, etc., etc. Donc voilà, cette expérimentation a commencé le 14 novembre 2014, donc il y a maintenant 3 ans. C'est un dispositif qui n'est ouvert qu'aux professionnels, c'est-à-dire qu'on n'a pas communiqué là-dessus au grand public, et qui aujourd'hui, suite à une décision de la CNAM, qui avait fait une conférence de presse, etc., on commence à communiquer dessus dans nos accueils. Dans nos accueils, nous annonçons effectivement la possibilité de, etc. Voilà, aujourd'hui, nous avons été saisis de 3500 situations en 3 ans, et nous avons environ un flux d'une quarantaine de saisines de situations par semaine. Juste une information, j'étais ce matin avec les agents d'accueil de la Caisse, et nous avons fait un calcul, nous avons 30% environ des agents d'accueil qui aujourd'hui font de l'identification de ces situations. C'est-à-dire 30% de nos agents d'accueil, 3 ans après, qui se sentent en confort pour effectivement faire ce travail-là. Les autres aujourd'hui ne sont... Voilà. Ce qui montre à quel point l'assurance maladie part de loin, si vous voulez, pour aborder ces sujets-là. Ce que je voulais dire, un mot, c'était en fait de ce qu'on a vécu avec les médecins du Gard, plus précisément avec les représentants syndicaux, puisque moi j'ai affaire surtout aux représentants syndicaux. Donc, je vous ai dit, on a, si c'était à refaire, je n'aurais pas fait comme ça. Si c'était à refaire, j'aurais tout de suite associé effectivement nos partenaires de la Convention. Ça ne s'est pas fait comme ça, et c'est vrai que quand je leur ai annoncé, que je leur ai présenté les résultats, il y a eu un petit froid quand même. Il y a eu un petit froid, d'autant plus qu'en région Languedoc-Roussillon, il y avait une étude qui avait été faite par l'URPS qui nous a compliqué les choses, qui avait été faite, alors je ne vais pas la critiquer du tout, hein, voilà, elle a été faite par une économiste de la santé, une jeune économiste de la santé, je crois qui débutait, qui a fait des enquêtes téléphoniques, et dont les résultats faisaient apparaître clairement que le problème du renoncement aux soins, c'était un problème de prise de rendez-vous. Comme les rendez-vous étaient trop lointains, les gens abandonnaient.
Et donc, il a fallu remonter le courant et voilà, et ça a été compliqué quand même. C'était un peu compliqué. Puis, bon, on a passé ce cap-là. Et ensuite, on a travaillé avec la CPL, puisque moi, mes interlocuteurs, c'était la CPL. Et là, on a fait un très, très, très bon travail avec eux. Donc, nous avons... la CPL a fait des... Il faut juste nous dire ce que c'est la CPL, tout le monde le sait peut-être pas. Ah bon? C'est la convention médicale, hein, c'est la commission paritaire locale. Ce sont les représentants des syndicats signataires de la convention avec lesquels on travaille au niveau de la CEPAM. Toutes les CEPAM travaillent avec une CPL en principe. Moi, j'ai la chance d'avoir... des médecins qui ont envie de construire avec nous et on travaille plutôt bien. Voilà. Donc, le président de la CPL, médecin, donc, a signé avec moi un courrier à toute la profession pour présenter le dispositif. Et si vous pouvez peut-être, voilà, on a proposé aux médecins donc, une affiche que vous avez sous les yeux. Je ne suis pas sûr que beaucoup de médecins les misent dans leur cabinet. D'ailleurs, je pense que les médecins en ont marre des affiches de la Sécu. Mais celle-là, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, elle n'a pas été rejetée. Voilà, j'ai pas eu de... Elle a été présentée par les délégués d'assurance maladie. Et puis, on a proposé aux médecins, quand ils sont confrontés à une situation, donc d'appeler la FIDAS. C'est la plateforme d'intervention départementale pour l'accès aux soins et à la santé. L'acronyme FIDAS n'est pas beau du tout. Mais bon, on n'a pas trouvé mieux pour le moment. Et donc, le médecin peut soit appeler cette plateforme, soit remettre un petit carton, qui en principe ils sont tous perdus, mais remettre un carton qui permet à l'assuré d'appeler de la part du professionnel. Voilà. Puisque ce n'était pas ouvert au public. Et puis nous, on a tendance à penser que c'est pas les médecins, ils ont autre chose à faire que d'appeler la Sécu, et donc c'est à l'assuré. Donc voilà, on voulait faire en sorte que ce ne soit pas un obstacle. Voilà. Donc aujourd'hui, les médecins saisissent ce dispositif de façon marginale. Voilà, on a un nombre de saisies faibles qui viennent surtout des MSP, des maisons de santé pluridisciplinaires. Là, on sent que effectivement, les médecins des MSP sont intéressés, ils nous envoient des saisines et travaillent bien. Les autres, voilà, c'est pas rentré dans les mœurs, ou ils considèrent que c'est pas leur boulot, ou que je sais pas. Voilà, je vais m'en arrêter là. Je voulais juste dire, donc, au final, en conclusion, peut-être 3 points. Le premier point, pour nous, je le dis très, très modestement, ça a été une prise de conscience. J'en reviens pas moi-même, d'ailleurs, je le dis très clairement et très modestement, qu'il ait fallu autant de temps pour cette prise de conscience. Moi, je suis directeur de CEPAM avant j'étais en CAF, et je suis directeur de CEPAM depuis 2001. Et donc, vous voyez, il m'a fallu 10 ans pour arriver à ça. Et donc, grâce aussi à des chercheurs qui ont effectivement bien mis en évidence cette réalité sociale que je sous-estimais, vous m'auriez interrogé il y a 5 ans sur ce problématique sociale, j'aurais dit que des banalités. Là, j'en dis aussi sûrement, mais peut-être un tout petit peu moins. En tout cas, c'est une prise de conscience de cette réalité sociale. C'est une prise de conscience aussi de la complexité de notre système de soins, aussi super soit-il. N'empêche qu'on est sur un système de soins, quand on prend du recul, qui est très compliqué et qui fait appel, au fond, vraiment au capital, ce qu'on appelle, c'est pas une expression de moi, hein, l'expression de la HAS, vraiment qui dépend de notre capital informationnel et relationnel et notre culture. Mais ça m'a fait prendre conscience aussi, ça nous a parlé de notre responsabilité à nous d'institution, parce que je crois qu'on n'était pas à la hauteur de nos responsabilités. Je ne suis pas sûr qu'on le soit toujours, mais enfin, en tout cas, il y a une démarche qui est engagée. Voilà, et puis une autre conviction aujourd'hui où j'en suis, c'est que les médecins, ça j'en ai vraiment la conviction, que les médecins sont maintenant un acteur clé dans cette affaire-là, qu'aujourd'hui on n'a pas su encore travailler comme j'aurais souhaité avec eux, mais j'ai saisi ma CPL pour reprendre le travail là, et on va engager un travail avec eux pour reprendre un peu le sujet, pour voir comment on peut bosser ensemble sur l'accès aux soins. Voilà. Et puis oui, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que j'ai le sentiment aujourd'hui que les médecins, parce que vous êtes là et donc je m'adresse à des médecins, et ça me frappe, c'est que les médecins ont sur ce sujet-là des idées qui dépendent vraiment de leurs valeurs. Chacun a ses valeurs en tant que médecin. Ça dépend de leur expérience et ça dépend de leur patientèle. Et donc on est face à des diversités d'approches qui sont très difficiles pour fédérer quelque chose.
Mais bon, j'espère qu'on va y arriver. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. C'était parfait, merci. Juste un chiffre. Juste un chiffre qui, moi, me marque, et je pense que ça va être votre cas aussi. Sur le non-recours au droit, il y a un tiers des personnes qui peuvent bénéficier de la CMU et de la CS qui ne demandent pas à en bénéficier. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des millions de Français qui y auraient droit, d'accord, et qui ne font pas les demandes. Et juste encore une petite question, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui connaissaient ce dispositif dans leur CPAM, Oui? Non? 1, 2, 3, 3,5, 4, 5? Alors du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est la même chose que la ligne précarité? Parce que moi, sur ma CPAM, on a un numéro que les patients ou les professionnels peuvent... Est-ce que c'est le même dispositif ou derrière, c'est pas du tout le même accompagnement? Oui, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la LUP, la ligne urgence précarité, a été mise en place ici ou là, avant la PFIDAS que je viens de décrire. Et la PFIDAS a pris, je dirais, l'importance et le dessus. Et donc la LUP est appelée plus ou moins à disparaître et ça va se fusionner avec la PFIDAS, puisqu'on est sur les mêmes sujets. On est sur les mêmes sujets, voilà. En tout cas, merci d'avoir choisi un témoin dans votre vidéo qui porte un polo de marque, parce que je pense on se focalise sur des signes extérieurs de richesse, et du coup, on catégorise les gens en se disant, a priori, ça passe, quoi. Et on a du mal à aller au-delà de ces signes extérieurs de richesse sur une consultation qui est parfois courte. Moi, j'ai une question. J'avais vaguement entendu parler de ce dispositif, mais est-ce que les assistantes sociales des pôles médico-sociaux, elles connaissent ce dispositif? Puisque j'ai quand même l'impression que les patients se retrouvent rapidement démunis, n'ayant pas forcément ayant un discours d'assistante sociale disant bon je peux rien faire de plus pour vous. Est-ce que c'est des choses est-ce qu'elles sont sensibilisées à ça? Est-ce qu'il y a une communication des CPAM auprès de ces pôles médico-sociaux et aussi auprès des médecins généralistes? Alors, le dispositif est en voie de généralisation, donc c'est pour le moment à l'étape du démarrage. Donc dans certains départements, dans le mien, donc on a beaucoup travaillé avec les travailleurs sociaux du conseil départemental. Et effectivement, les travailleurs sociaux du conseil départemental sont au courant, sont bien informés et saisissent le dispositif. Maintenant, il y a effectivement, je veux dire que c'est un dispositif qui vient en complément lorsque les professionnels n'ont plus d'autres solutions. C'est-à-dire que vous, je suppose que vous réglez des problèmes d'accès aux soins tous les jours. Et vous n'avez pas besoin de ça. Puis il y a peut-être des moments où vous risquez d'être coincé ou bloqué et que ça peut être pour vous, c'est le discours que je tiens aux médecins dans mon département, ça peut être un outil pour vous soulager dans votre travail. C'est la même chose pour les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux peuvent régler des problèmes d'accès aux soins, tant mieux, nous, ça nous soulage. Et donc les travailleurs sociaux règlent beaucoup de problèmes d'accès aux soins. Maintenant, il y a des moments où ils ne peuvent plus, quoi. Ils ne peuvent pas parce que ils n'ont pas les leviers que nous avons, nous. Là, si vous voulez, là, on est passé très vite, mais derrière, il y a toute une machinerie, si je puis dire, dont je vous fais grâce, mais qui passe par un bilan extrêmement précis des droits, avec des contacts avec le service médical, avec tous les services, etc., pour rétablir des droits, etc. Tout ça, les travailleurs sociaux ne peuvent pas le faire, donc il faut qu'ils s'adressent effectivement à nous pour régler ces questions-là. Donc ma réponse est que petit à petit, le dispositif va être connu. Il est connu par un certain nombre de travailleurs sociaux, il est connu par quelques médecins, donc je suis content de savoir aujourd'hui qu'il y a au moins 10% d'entre vous qui en ont entendu parler. Et je pense que dans 2-3 ans, le dispositif sera connu en France. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que, mesdames qui travaillent à l'adresse, vous avez entendu parler du dispositif. C'est quelque chose qui m'impressionne d'ailleurs, que l'État aujourd'hui n'a pas encore entendu que ça existait, quoi, voilà. Bon, ça va arriver puisque Nicolas Revel est en train de négocier avec l'État pour ces sujets-là. Et dans la convention qu'il va effectivement négocier avec l'État, il y aura l'engagement de généraliser ce dispositif.
Mais voilà, il faut du temps, il va falloir beaucoup de temps. On va encore prendre 2-3 questions. Oui. Si juste vous pouvez raccourcir un tout petit peu vos réponses, Monsieur Fatou. Mais c'est très bien, merci. Oui, la remarque de ma collègue est intéressante sur la marque du polo. Enfin, moi, personnellement, c'était quelle marque? J'ai pas trop vu. D'accord. Parce que souvent, je me souviens de mes premiers remplacements. Moi, la première fois où j'ai vu des écrans plats, c'était en visite chez des gens qui étaient à la CMU. C'est la première fois que je voyais des écrans plats dans ma vie, c'était là. Enfin, c'est juste une petite boutade, mais entre collègues, on en parle pas mal, justement, sur l'histoire de la CMU qui est venue en Porsche, etc. C'est peut-être des histoires de chasse, mais sachez que ça existe. Et inversement, moi, je connais beaucoup de médecins qui ne font pas payer certaines consultations, qui font des actes gratuits, et je ne sais pas à combien la valeur a été, si ça a déjà été évalué dans une valeur financière, les actes gratuits que font beaucoup de médecins, plutôt des médecins généralistes, et qui actuellement, d'ailleurs, avec la nouvelle convention, il y a des actes qu'on appelle les consultations complexes, qui sont à 46 ou 60 €, et en discutant avec des médecins, beaucoup me disent, je ne peux pas faire payer 60 € des gens qui n'ont déjà pas d'argent, donc je ne code pas ces cotations. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce fait-là. Oui, sur la question, sur le discours écran plat ou bague ou je ne sais pas quoi, moi je vous conseille la lecture d'un ouvrage qui vient de sortir, qui a été écrit par une sociologue, mais qui en même temps, ça peut vous intéresser, directrice de l'URPS, Médecins de Hauts-de-France. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Caroline de Pau, elle a écrit un bouquin justement, elle est allée dans les cabinets de médecins en Hauts-de-France. Hein, Hauts-de-France, c'est en haut. Et donc, elle a participé à des consultations, etc., pendant plusieurs mois, et elle a fait cet ouvrage. Et donc, elle donne, effectivement, elle décrit remarquablement bien les représentations des médecins au regard, effectivement, des situations de précarité. Donc, elle reprend un peu ces images que vous avez utilisées. Et elle explique que, effectivement, elle distingue plusieurs profils de médecins. Enfin, c'est intéressant, quoi. Bon, ça répondra à votre question. Sur l'autre sujet, oui, on me dit souvent, nous, médecins, on fait des consultations gratuites. Ça rejoint ce que je disais. Vous contribuez, vous participez, beaucoup plus que nous d'ailleurs, chaque jour à l'accès aux soins. Je suis d'accord avec vous. Je le sais, c'est pour ça que, pour moi, il y a un enjeu fort d'un travail en commun, assurance maladie, médecin, et nous, on doit être à votre service pour vous dégager, effectivement, d'un certain nombre de choses qui ne relèvent pas spontanément de votre job. Hein. Alors, Alain Charissou, médecin de PMI en Moselle. Alors, une question un peu polémique. Alors, c'est pas vous que j'attaque, hein, je préviens tout de suite. Et d'ailleurs, je félicite votre travail et votre engagement, parce que toutes les CEPAM ne sont pas volontaires, même s'il y a maintenant un peu une commande nationale pour mettre en place ce genre de dispositif. Mais quand je vois ça, je me dis, c'est comme si sur un toit, on retire une tuile, et que quand il pleut, il y a de l'eau qui rentre dans la maison, on se dit, tiens, quel dispositif on peut mettre en place pour éviter que le sol soit mouillé. Donc on met en place un super système hyper compliqué pour régler un problème qu'on a causé. Quand on a mis en place le tiers payant, on a mis en place un problème d'accès aux soins. Et maintenant, on nous demande à nous, sur le terrain, vous, les CEPAM, et puis des fois les professionnels, de mettre en place des trucs très alambiqués pour pallier au fait qu'on refuse de mettre en place une assurance maladie à 100% aux personnes. Alors, c'est facile à dire, il n'y a qu'à Faucon. Alors, c'est pas la question que je vous pose, c'est pas pourquoi vous le faites, c'est pas pourquoi vous le faites pas. Enfin, si, c'est ça la question, c'est pourquoi vous le faites pas. Pourquoi est-ce que l'assurance maladie le fait pas? Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible de dire, on met en place, le régime général, c'est 100% pour tout le monde, et ce genre de dispositif, il ne sert à rien, quoi, du coup, après. Pourquoi est-ce qu'on est mieux à devoir faire des trucs très compliqués comme ça, que personne ne connaît, c'est plus que 30%. Je crois que la CMU, pour les gens qui ont le RSA, c'est 30%, alors que ça devrait être automatique. Mais l'ACS, je crois que c'est plus, je crois c'est pas 80%, je crois, de non-recours à l'ACS, à l'aide à la complémentaire santé. C'est énorme. Ces dispositifs-là, ils sont bien, c'est bien de le faire, mais c'est parce qu'on n'a pas la volonté politique de mettre en place une sécu à 100% pour tout le monde. Bon, je vais vous répondre. D'abord, je ne suis pas président de la République, sinon ça se saurait. Donc, moi, personnellement, je suis un petit acteur de terrain, et le petit acteur de terrain essaye de faire des choses qui soient possibles, réalistes et applicables immédiatement. Donc voilà, c'est tout. Et en plus, j'ai une intime conviction, c'est que nous, acteurs de terrain, on regarde trop souvent vers Paris et vers les décideurs nationaux. Au fond, moi j'ai tendance à penser que les décideurs nationaux, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont créé une boîte à outils,
Dans la boîte à outils, notamment, il y a la CEMU, il y a l'ACS, il y a des choses dans les conventions sur les tarifs des médecins, etc. Maintenant, c'est peut-être à nous, acteurs locaux, d'utiliser intelligemment cette boîte à outils. Voilà. Bon, donc, oui, mais j'entends quand même ce que vous dites. J'ai bien conscience que ce que vous dites, c'est que c'est du replâtrage. Peut-être. Moi, ce que j'entends, c'est ce que disent les gens quand je les interviewe, au fond, d'une part. Et d'autre part, c'est compliqué en coulisses. Mais pour les gens, pour les médecins, s'ils appellent un numéro de téléphone, ça peut être très simple. Ça peut être beaucoup plus simple, peut-être, que ce que font certains médecins qui se décarcassent pour trouver des solutions. Peut-être, hein, voilà. Donc voilà, j'entends ce que vous dites, mais bon, je ne suis pas... voilà. Est-ce que si on s'arrête là pour les questions, on frustre quelqu'un? Non, ça va? Ok, ben on va pouvoir continuer à aborder de toute façon la thématique. Avec du coup un autre regard qui est le regard justement de l'adresse avec Madame Hélène Chaput et Madame Noémie Vergier, qui vont pouvoir nous parler un petit peu d'accès aux soins et de renoncement. Et vu qu'il y a pas mal de diapos, je vais vous donner la télécommande. Donc bonjour. Donc on va vous parler d'accès aux soins et de renoncement. Alors pour nous présenter un petit peu plus au sein de l'adresse, donc qui est le service statistique du ministère de la Santé. Donc nous travaillons toutes les deux au bureau des professionnels de santé, qui s'occupent des professionnels de santé sous tous les angles, formation, rémunération, conditions de travail, répartition territoriale, etc. On travaille plus spécifiquement sur les aspects géographiques, donc on va se cibler là-dessus après. On a essayé d'élargir un petit peu cette présentation par rapport aux présentations habituelles qu'on fait, pour justement raccrocher la question du renoncement aux soins. Donc on va faire une présentation en 3 temps. D'abord un peu essayer de distinguer les deux notions de renoncement aux soins et de non-recours, alors aux soins, pas aux droits cette fois-ci, qui engagent des choses complètement différentes en termes de mesures, et donc en termes de savoir combien il y en a, et ça engage tout ce qui suit pour ce qui est des études. Et puis on se centrera ensuite sur l'accès aux soins du point de vue spatial, avec une petite partie méthodologique pour vous présenter les outils qu'on a pour le mesurer. Et puis Hélène présentera ensuite quelques résultats sur l'accessibilité spatiale à différents professionnels de santé. Donc d'abord sur le renoncement aux soins et le non-recours. Alors ces deux notions qu'il faut distinguer. Pour ce qui est du renoncement aux soins, en fait, d'un point de vue statistique, mesure, c'est quelque chose qui est pas du tout évident. D'abord parce que c'est quelque chose de partiel dans les mécanismes qui peuvent provoquer des exclusions du système de santé, dans le sens où le renoncement aux soins suppose un besoin qui soit identifié et explicité. Il suppose qu'il y ait eu un projet de consulter qui soit ensuite contredit. Et donc, de ce point de vue-là, on a quelque chose qui, bien sûr, est partiel dans les failles auxquelles on peut penser pour le système de santé. Concernant les chiffres, effectivement, donc on a des enquêtes par questionnaire. Je vais citer les chiffres de l'enquête ESPS menée par l'IRDES de 2012. Donc, on retrouve effectivement des renoncements pour raisons financières qui, tout type de soins compris, s'élèvent à 26% des bénéficiaires de l'assurance maladie, donc des chiffres proches de ce qu'on avait tout à l'heure. Effectivement, avec les plus gros postes sur lesquels il y a du renoncement, c'est le dentaire et l'optique, bien sûr, et les personnes les plus touchées étant les personnes sans complémentaire et les ménages les plus pauvres. Donc rien de très surprenant. Pour ce qui est des raisons à dimension géographique, on va dire, on avait 17% de renoncement aux soins déclarés pour des raisons de délai d'attente et 3% de renoncement aux soins déclarés pour des questions de distance trop élevée ou de manque de moyens de transport. Encore une fois, cette question du renoncement aux soins, c'est une partie du problème, mais une partie seulement, dans le sens où on n'a que les renoncements déclarés, ce qui suppose quand même tout un processus derrière. Et puis c'est quelque chose qui est dépendant. Alors on a aussi des éléments dans la littérature qui montrent que selon la façon dont la question est formulée, les réponses peuvent varier énormément.
Les déclarations vont être très dépendantes de l'attention qu'on a à son corps et du rapport à la santé. On a une étude de l'ORS Île-de-France sur ces mêmes données, notamment qui montre que les femmes déclarent systématiquement plus de renoncement aux soins que les hommes, alors que les hommes, dans les motifs de renoncement aux soins, déclarent plus souvent qu'ils ont renoncé aux soins en attendant que ça passe de soi-même, que les choses aillent mieux, tout seul. Donc là, on peut se dire qu'il y a un effet de genre lié à l'attention au corps. Et puis, des travaux anthropologiques ont montré aussi que l'interprétation de l'idée de renoncement pouvait être très variable. Notamment, il y a un article qui a identifié 2 types de renoncement, entre le renoncement barrière, qui est là l'idée commune qu'on a en général du renoncement, c'est-à-dire il y a tel ou tel élément, la distance, le coût, l'organisation, qui font que finalement je ne vais pas consulter, je renonce à mon projet de consulter. Et puis le renoncement refus, qu'il a observé chez certains de ses enquêtés et qui là était un renoncement qui était lié au fait que finalement non, je ne vais pas m'adresser au système de santé, en fait, je vais traiter le problème d'une autre manière, et qui est un renoncement du type je ne vais pas demander de l'aide justement parce que je ne veux pas être dans la démarche de demander de l'aide. Voilà pour le renoncement aux soins, donc un concept un peu compliqué. Pour cerner l'autre partie du problème qu'on ne voit pas avec les renoncements déclarés, on peut se dire qu'on peut s'intéresser au non-recours, donc au fait de ne pas s'adresser au système de santé. Alors bien sûr, on parle des cas où il y a une absence de recours alors qu'il existe un besoin. Problème, besoin défini par qui ? C'est pas évident à savoir. On peut approcher cette réalité-là en mesurant les disparités de recours aux soins. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire puisqu'on a des données de santé. Donc c'est relativement facile à faire de mesurer les disparités. Le problème, c'est qu'il faut contrôler de l'état de santé et de ce fameux besoin de soins, je vais y revenir tout à l'heure, qui est assez compliqué à définir. Et puis, quand on regarde les disparités de recours aux soins, on est complètement en aval du problème et donc on a tous les effets qui se mélangent. Donc c'est assez compliqué de revenir à ce qui tient à l'organisation du système de santé et encore plus à tel ou tel point de l'organisation du système de santé. Concernant donc ces disparités de recours, l'âge et le sexe sont bien sûr les grands déterminants. Et puis on observe d'autres différences de recours. On sait que les catégories défavorisées vont davantage se tourner vers les médecins généralistes, alors que les catégories favorisées vont davantage consulter tout de suite des spécialistes. On a aussi des études qui distinguent entre un parcours traditionnel qui va s'orienter davantage vers le médecin généraliste d'abord, beaucoup respecter une relation assez inégalitaire entre patient et médecin, où le patient va recevoir les informations simplement, et puis un parcours plutôt de consommateur éclairé, où le patient va essayer de prendre en charge beaucoup plus son parcours personnel et s'impliquer beaucoup plus dedans. Bien sûr, ces 2 types de parcours ne sont pas du tout indépendants des catégories socioprofessionnelles. Pour parler du coup, dans toutes ces disparités de recours, qu'est-ce qu'on peut en dire sur les aspects spatiaux? Alors, ce qu'on trouve dans la littérature au sujet des côtés spatiaux, on a une relation qui est démontrée entre la distance et la quantité de consultation. Donc, on sait que plus on est loin, moins on consulte. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à démontrer cette inégalité, cette disparité-là, on n'arrive pas à démontrer aussi facilement que ça que c'est une inégalité et un manque de consultation pour les populations les plus éloignées, parce qu'il faudrait contrôler l'état de santé et de tout un tas d'autres choses. Et puis on a un lien positif entre la densité de professionnels et la consommation de soins qui est démontré, mais pour certains professionnels seulement, notamment les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers, et qui n'était pas démontré pour le cas des généralistes, notamment au niveau international. Voilà. Pour ces 2 petits points sur renoncement aux soins et non-recours, donc qui sont les conséquences qu'on craint de problèmes d'accès aux soins, et donc je vais me concentrer ici sur l'aspect plus spatial. Donc, petite introduction sur mesurer l'accès aux soins. Quand on veut mesurer l'accès aux soins d'un point de vue spatial, donc ici, on se demande qu'est-ce qu'un bon accès aux soins. On aimerait pouvoir définir les territoires dans lesquels l'accès aux soins est bon et celui dans lesquels il est mauvais. Quelques remarques sur ce concept d'accès aux soins. Il faut remarquer que c'est une définition par la négative en fait, qu'on a de l'accès aux soins. C'est-à-dire que en fait,
comme on cherche toujours à définir les choses pour pouvoir les mesurer, l'accès aux soins, on définit très rarement ce que c'est de manière positive. On définit en fait ce que c'est que ne pas avoir accès aux soins. On définit ce que c'est que tel ou tel obstacle qui va pouvoir entraver mon accès aux soins. Donc on sait quasiment jamais ce que c'est que réellement positivement avoir accès aux soins, on sait ce que c'est que ne pas avoir accès aux soins. Ça engage quelque chose qui est que l'accès aux soins est une définition normative, puisqu'en fait il est question de la légitimité des obstacles considérés. Alors c'est peut-être un peu théorique comme propos, mais pour l'illustrer, c'est-à-dire qu'en fait on va se dire l'accès aux soins c'est ne pas avoir d'obstacles. Ok. Sauf que les obstacles que je vais considérer, je peux considérer que c'est des obstacles qui sont légitimes à considérer comme des obstacles à l'accès ou pas. Par exemple, dans nos différentes présentations et échanges, on a rencontré des gens qui nous disaient que sur certains territoires, il y avait un gros problème d'accès aux soins parce qu'il n'y avait plus que des praticiens dans une certaine discipline qui étaient des praticiens féminins. Et du coup, ils avaient un énorme problème d'accès aux soins puisque dans cette... c'était un cas de soins dentaires, il ne s'agissait pas de gynécologie ou quoi que ce soit, c'était pour des soins dentaires. Ce territoire avait un gros problème d'accès aux soins puisqu'on ne pouvait plus qu'accéder à des praticiens femmes. Est-ce que le sexe du praticien est un obstacle légitime dans l'accès aux soins? Ça dépend de ce que vous considérez comme normes établies, des valeurs que vous partagez, etc. Petite illustration. Un dernier point sur la notion d'accès aux soins, c'est un concept sur lequel on n'a pas de référence externe. C'est-à-dire qu'en fait, on sait dire où est-ce qu'il est meilleur, où est-ce qu'il est moins bon, mais on ne sait jamais trop dire où est-ce qu'il faut couper et dire à partir de là, c'est pas bon, ça va pas. On sait classer, on ne sait pas trancher où sont les situations qui posent problème. Pourquoi? Parce que les besoins de soins sont extrêmement compliqués à définir. C'est une variable très importante, bien sûr, dans notre thématique, mais qui est inobservable dans le sens où, comme je disais tout à l'heure sur la question du renoncement aux soins, on a toute une partie des besoins qui vont être inexprimés. On peut avoir des contextes dans lesquels on a de la demande induite, et puis les attentes vis-à-vis de la santé sont bien sûr extrêmement variées et évolutives. On n'a pas du tout les mêmes attentes aujourd'hui vis-à-vis du système de santé que dans les années 50, c'est évident. Et puis c'est une variable qui est endogène aussi. Ça veut dire que, en fait, les besoins de soins, c'est-à-dire, par exemple, le nombre de consultations dont un patient va avoir besoin pour un certain cas, va dépendre de l'organisation des soins. Et on sait qu'on a différents types de prise en charge qui vont nécessiter différentes manières, différents nombres de consultations d'un médecin généraliste, par exemple. Je pense aux infirmières azalées, etc., qui impliquent différentes organisations des soins qui change la consommation de soins dont il y a besoin derrière. Donc nous, on utilise la consommation de soins comme variable pour approximer ces besoins de soins, ce qui nous permet surtout en fait de savoir entre différents groupes, notamment entre différentes classes d'âge, quelles sont les différences de consommation de soins. On considère comme étant des différences de besoins de soins au niveau national. Je vais donc vous présenter les mesures d'accessibilité spatiale, donc qui sont bien sûr une toute petite partie des problématiques d'accès aux soins, avec cette idée qu'il faut toujours garder en tête que toute mesure sera relative. On sait classer les situations, on ne sait pas exhiber de seuil naturel à partir duquel des situations sont problématiques. Voilà. Alors, ah oui, petit encart sur l'enquête auprès des patients. Les enquêtes auprès des patients, donc on a très peu d'enquêtes en fait auprès des patients qui permettent de savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans l'accès aux soins. Donc les causes de difficultés, dans les quelques enquêtes qu'on a recensées, nous, c'était les délais d'attente qui étaient la cause la plus citée, avec qui talonnait les questions financières, et puis la distance qui était nous ce qui nous intéressait beaucoup, et en fait une dimension qui est très peu reconnue comme problématique par les patients, et qui concerne des catégories de population extrêmement ciblées, notamment qui ont des problématiques de mobilité. Et puis, les études qualitatives nous apprennent qu'on a une inégalité très importante devant la distance et que les problématiques de recours aux soins d'un point de vue géographique dépendent énormément aussi de ses ressources sociales, de si on est bien intégré dans son territoire, si on a des proches qui nous peuvent supporter des aides pour recourir aux soins, etc. Et des ressources temporelles, donc les parents de jeunes enfants par exemple ne vont pas avoir les mêmes problématiques que des retraités, etc.
Pour présenter les indicateurs, on revient sur des choses plus mathématiques. Les indicateurs usuels qu'on va utiliser pour estimer l'accessibilité spatiale, on va tout de suite penser à recourir à des densités. La densité, c'est simple, on prend un échelon, une maille, un département par exemple, on compte le nombre de professionnels qu'il y a dedans, on compte la population, on rapporte l'un à l'autre, et on a un indicateur qui va très bien refléter la tension en fait, entre l'offre et la demande. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'en fait, avec tous les indicateurs de densité, on a un biais de maille qui est très important. C'est-à-dire que, en fait, votre département, vous allez avoir un chiffre pour décrire ce qui se passe dans le département. Donc, on va totalement masquer les inégalités à l'intérieur du département. Ça, c'est un biais qui va être très problématique quand on prend des mailles de taille importante. Du coup, pour avoir une image plus fine, on se dit, il ne faut pas trop regarder les densités départementales, ça donne des images très globales qui reflètent mal ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, prenons des mailles toutes petites. Le problème, c'est que quand on prend des mailles toutes petites, comme des communes par exemple, on va avoir un problème d'effet frontière, puisqu'en fait, on va avoir une image trop hétérogène par rapport à ce qui se passe sur le terrain, dans le sens où on va simplement compter les médecins dans une commune, compter la population d'une commune, et donc on fait comme si tous les patients restaient dans leur commune, tous les médecins ne desservaient que les patients de leur commune. Donc, on a un effet beaucoup trop moucheté, beaucoup trop hétérogène par rapport à ce qu'on voudrait voir. Deuxième classe d'indicateurs auxquels on peut recourir, vous en entendez souvent parler, les temps d'accès. Là, c'est un indicateur qui est très intéressant dans le sens où il est indépendant des frontières. Donc on va juste regarder combien de temps ou combien de distance me sépare du premier professionnel. Le problème, c'est que là, je ne reflète plus du tout la disponibilité de l'offre, dans le sens où je ne sais pas du tout si en 5 minutes, j'accède à 1 ou à 3 médecins, et si les médecins auxquels j'accède sont très disponibles pour me recevoir, ou s'ils sont complètement surbookés. Alors, du coup, face à ce dilemme entre deux classes d'indicateurs qui ont chacun leurs avantages et chacun leurs inconvénients, donc on a développé à l'adresse un indicateur qu'on appelle l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée, qui est, donc je vais essayer de faire une petite présentation la plus compréhensible possible de la logique de l'indicateur. L'idée, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, on aime bien les densités parce que ça retranscrit très bien la tension entre l'offre et la demande. Du coup, on va calculer une densité sur un échelon très très fin, la commune. On va essayer d'aller encore plus fin si on peut. Et puis, en fait, on a cet effet frontière qui est très embêtant, et on va essayer de répondre à cet effet frontière en tenant compte de l'offre et de la demande des communes environnantes. Donc, avec un mécanisme qu'on appelle le secteur flottant, on va tenir compte un peu de ce qui se passe autour. Donc, on a un indicateur à la fois fin et qui n'a pas les désavantages des densités sur des mailles trop petites. On affine aussi en tenant compte pas seulement des effectifs de médecins, mais de leur niveau d'activité, donc en comptant leurs actes simplement. Et puis on va tenir compte de la consommation de soins de la population selon l'âge, en tenant compte du fait que, par exemple, une personne de 80 ans va consommer 2 fois plus qu'une personne de 50 ans. Donc ça, on l'intègre dans l'indicateur. Puis on a des variantes qui sont possibles sur l'âge des professionnels, sur le secteur de conventionnement et tout plein de choses comme ça. Je vais laisser du coup, avec cet indicateur, on peut voir des choses assez fines, et donc je vais laisser Hélène présenter ce qu'on en sait. En quelques minutes, s'il vous plaît. Ouais, merci. Mais ce sera moins ardu normalement que ce qu'a présenté Noémie, il y a plus de couleurs, tout ça. Donc la première carte qu'on va vous présenter, c'est la cartographie de l'APL, donc calculée en 2015 aux médecins généralistes. Donc là, plus la couleur est foncée, plus l'accessibilité est grande, et plus la couleur est claire, moins l'accessibilité est forte. Donc qu'est-ce qu'on observe en regardant cette carte, c'est qu'elle est très mouchetée. On n'a pas de grande étendue jaune clair qui laisserait à conclure qu'il y a des endroits où l'accessibilité aux médecins généralistes est nulle ou difficile. Autre constat qu'on peut faire, c'est qu'on ne voit pas apparaître les frontières administratives. C'est-à-dire qu'on ne voit pas apparaître les frontières de région ou les frontières de département qui laisseraient à penser que la situation, je ne sais pas, par exemple dans le Gard, est beaucoup moins bonne que la situation dans un département limitrophe. Et ça laisse aussi à penser, du coup, que la logique derrière, ce qui en lien avec l'accessibilité, c'est plus une logique de type d'espace. Donc, est-ce que je suis dans un pôle urbain, ou bien dans la couronne de ce pôle, ou bien est-ce que je suis en rural isolé? Et ça ne tient pas à un département ou à une maille administrative. Alors, si on essaie de comparer les médecins avec d'autres professionnels, donc là, les dernières données disponibles qu'on a avec les autres professionnels, c'est 2013. Donc,
on vous représente la carte des médecins généralistes. Et pour revenir sur un point important, c'est qu'on a la même répartition des médecins généralistes à peu près que celle des pharmaciens dont l'installation est régulée. Donc sur les généralistes, on a quelque chose qui, sans régulation, aboutit à ce qu'on obtient avec une régulation pour les pharmaciens. Et autre point, on n'y est pour rien, hein, c'est juste les chiffres qui parlent. Autre point important pour les comparaisons avec les autres professions, c'est que là, quand on regarde les 10% de la population qui a l'accès le plus faible et qu'on regarde par rapport à l'accessibilité les 10% de population qui a l'accessibilité la plus forte, on a un rapport de 1 à 3. Donc ça peut sembler beaucoup, mais vous verrez que par rapport aux autres professions, c'est pas totalement la même. Alors on a cartographié ensuite les paramédicaux, donc c'est la carte des masseurs kinés, mais on a le même genre de carte pour les infirmiers ou les sages-femmes. Donc là on voit qu'on a déjà des choses qui commencent à se dessiner. On voit apparaître les grosses métropoles, la vallée du Rhône, les littoraux. Voilà, il y a des choses qui apparaissent, et puis on a des tâches claires qui ressortent. Voilà. Et là, le rapport dont je parlais tout à l'heure, qui était de 1 à 3 pour les médecins généralistes, il passe de 1 à 5 pour les paramédicaux, à peu près. Dernière carte. Donc, le dernier APL qu'on calcule, c'est pour les spécialistes en accès direct. Donc là, on a cartographié les psychiatres parce que c'est le cas le plus emblématique, mais le résultat est à peu près le même avec les ophtalmos, les gynécos ou les pédiatres, où là, on voit très clairement les métropoles, on voit très clairement des grandes taches jaunes claires, et là, le rapport pour les psychiatres, il va de 1 à 18. D'accord ? L'accessibilité des 10% de la population qui a la plus faible accessibilité, elle est inférieure, elle est 18 fois inférieure à celle des 10% qui ont l'accessibilité la plus forte. Et un point sur lequel dont on n'a pas du tout parlé, c'est aussi la démographie de ces professions, qui est complètement différente. Sur les médecins, on a quelque chose de très plat, voire avec des creux. Et sur les paramédicaux, par exemple, on a des éléments beaucoup plus dynamiques. Donc, qui justifient probablement un peu de régulation. Voilà. Et du coup, pour terminer, la notion de désert médical qui arrive beaucoup dans le débat médiatique et qu'avec Noémie, on essaye un peu de combattre cette idée, notamment sur les médecins généralistes, parce qu'on l'a vu qu'il n'y a pas vraiment de zone où on n'a pas accès aux généralistes. Et nous, notre idée, c'est que le désert médical, c'est plutôt une histoire de cumul, un cumul de difficultés. C'est-à-dire que le sentiment des gens d'être en difficulté pour l'accès aux soins, c'est pas tant la personne a des problèmes pour accéder à son médecin généraliste, mais c'est plutôt qu'elle accumule les difficultés. Donc la question ensuite, c'est quel cumul de difficultés. Alors, est-ce que c'est le premier contact au système de santé ? On pourrait imaginer que ce soit un cumul de difficultés pour accéder à un panier de spécialistes, ou bien se concentrer sur le premier recours, auquel cas là on ferait un panier infirmier, kiné, généraliste, et puis ou bien du second recours. Nous, on a choisi de faire un point d'entrée au système de santé, et on a regardé le cumul de difficultés entre les urgences, les généralistes, les pharmacies. Bon, c'est aussi une question de disponibilité de données, mais ça nous semblait que ça avait du sens de regarder ces trois éléments ensemble. Donc les facteurs de fragilité pour ces trois indicateurs, rapidement, donc on considère une population en difficulté par rapport aux urgences si elle réside à plus de 30 minutes des urgences. Donc résider, c'est aussi être à plus de 30 minutes d'un hélicoptère ou d'un médecin correspondant du SAMU, hein, c'est pas forcément. Donc on a 6% de la population qui est dans ce cas-là et 1,6% quand on prend en compte les hélicoptères et les médecins correspondants du SAMU. Les zones sous-denses en médecins généralistes, le seuil normatif qui a été choisi, c'est de 2,5 consultations par an et par habitant. Là, on a 8,1% de la population qui est dans ce cas-là. Et sur les pharmacies, on a posé un seuil à 10 minutes, donc les gens qui sont à plus de 10 minutes de la pharmacie la plus proche, et là, on a 2,5% de la population. Donc quand on cumule ces difficultés, on a 13,6% de la population qui connaît au moins une de ces difficultés. Et après, parmi les gens qui connaissent au moins une de ces difficultés, on regarde, il y en a très peu qui cumulent, puisqu'il y en a quasiment la moitié, c'est une difficulté d'accès aux médecins généralistes uniquement, 30% c'est une difficulté d'accès aux urgences uniquement, et 6% c'est une difficulté d'accès à la pharmacie uniquement. Ceux qui cumulent les trois difficultés, ça représente 3,4% de ceux qui connaissent au moins une difficulté, donc 0,5% de la population totale. Donc on voit que quand on s'intéresse au cumul,
c'est des situations, heureusement, assez rares et qui concernent peu de population. Voilà, très rapidement, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je vous renvoie juste à tous ces résultats, ils sont dans un dossier que Noémie va vous montrer, dont on est très fiers. Voilà. Pour rebondir... Il est sur Internet. Oui. Toutes nos données sont en open data sur Internet et il est téléchargeable. Le titre, ça s'appelle Déserts médicaux, comment les définir, comment les mesurer. Sur le site de l'adresse, ouais. En ayant volontairement utilisé le mot désert médical dans le titre pour que ça sorte dans les moteurs de recherche. Je vous invite vraiment à la lire, cette étude, parce qu'elle est très, très, très intéressante. Et si vous avez entendu parler de l'APL avant d'assister à cette présentation, c'est certainement que vous avez été sollicité d'une manière ou d'une autre par votre ARS, puisque cet indicateur est en train de servir à redéfinir le zonage des fameuses zones sous-denses qui ouvriront droit aux différentes aides qui peuvent exister à l'installation. Et donc le travail concret qui a été fait, il sert vraiment. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à leur poser les questions. On va faire à peu près de la même manière en sachant que le temps avance. Si on peut avoir 2-3 questions courtes et 2-3 réponses courtes, du coup. Une question un peu pour tout le monde. Le rapport de l'adresse d'il y a 2 ans avait montré qu'un généraliste en moyenne travaille, je crois, 56 ou 60 heures. Il me semble que c'est ça. On va maintenant vers une certaine étatisation de la médecine, parce que 60 heures, c'est pour un médecin généraliste libéral. Je prends l'exemple de la Saône-et-Loire qui cherche actuellement une trentaine de généralistes à 35 heures. J'ai regardé l'annonce, c'est 35 heures. Est-ce que si on va vers cette voie-là, apparemment c'est ce que veulent les jeunes médecins, est-ce qu'on ne va pas aggraver l'accès aux soins et les déserts médicaux? C'est une question un peu pour tout le monde. Forcément, ouais. Je peux donner juste un petit élément, c'est si on remplace des médecins qui travaillent en caricaturant à 50 heures par des médecins qui travaillent 35 heures, forcément l'offre de soins, elle diminue. On n'a pas un stock de médecins, voilà, on ne peut pas en former non plus, donc la solution, elle passe probablement par une organisation différente du système de soins. Après, ouais. Mais de fait, si on passe de 50 heures à 35 heures... Donc, en effet, 55 heures, c'est pour les médecins de plus de 55 ans et c'est plutôt 45 heures pour les médecins de moins de 40 ans dans cette fameuse étude, avec une différence d'1 heure entre les hommes et les femmes chez les moins de 45 ans. Donc déjà, un truc qu'on fait tomber. La question, elle se pose sur, effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille en tant que médecin? Est-ce que finalement, on ne peut pas faire le même métier en faisant 10 heures de moins, mais en déchargeant l'administratif à d'autres personnes ou en travaillant avec d'autres professionnels et se poser la question de est-ce que le médecin, c'est lui encore qui doit tout faire? Et je pense que pour discuter un peu avec mes confrères aussi jeunes, on a une autre vision de la médecine et comme le disait Madame Chaput, c'est une autre organisation des soins sur la France. Bonjour, Yannick Ruel, moi je suis médecin généraliste en centre municipal de santé, donc un salarié, désolé pour mon collègue. J'exerce en plus en Seine-Saint-Denis, donc je cumule les handicaps. Alors pour quand même aller un petit peu dans le sens de ce que disait Sophie, effectivement le rapport de l'adresse, il me semble qu'il parlait de 57 heures, dont 33 heures de soins, donc comme nous on travaille 35 heures, on est un petit peu au-dessus des libéraux. Ceci étant dit, c'était pas l'objectif de mon intervention initialement, mais je voulais parler de l'APL parce que je suis pas aussi optimiste que vous sur l'utilisation qui est faite de l'APL et notamment l'utilisation qui en a été faite dans l'ARS Île-de-France, puisque le zonage qui est sorti de l'utilisation de l'APL par l'ARS Île-de-France, c'est quand même de classer en zone prioritaire Versailles, Saint-Cloud, Saint-Germain-en-Laye, et par contre de ne pas mettre en zone déficitaire la Seine-Saint-Denis qui pourtant cumule les inégalités sociales de santé. Et donc je pense qu'il faudrait que cet indicateur soit couplé aussi à un indicateur par exemple comme l'IDH, enfin un indicateur de développement humain, qui puisse prendre en compte aussi la précarité des territoires. Parce que l'accessibilité, elle ne se résume pas à l'accessibilité spatiale. Alors vous êtes intervenu sur cet aspect-là des inégalités d'accès,
Mais l'utilisation de l'APL seule, elle aboutit vraiment à des aberrations. Enfin, le zonage qui est sorti de la RS Île-de-France, personne ne le comprend, quoi. Et il s'est basé sur l'APL. Je pense que tu vas avoir une réponse parce que la question a déjà été soulevée plusieurs fois. Oui, alors, et ça fait la transition avec les inégalités sociales de santé de tout à l'heure aussi. Effectivement, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là, notamment avec la RS Île-de-France. Alors, d'un point de vue méthodologique, il y a la question d'inclure des dimensions de précarité à l'intérieur même de l'indicateur. Ça, c'est des choses qui ont été testées, qui ne sont pas du tout évidentes techniquement. Et surtout, suite aux tests qu'on a fait dans le cadre des travaux pour le zonage, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment pondérer de manière extrêmement forte, mais avec un poids qui vient de nulle part. On n'a aucune information qui nous permette de savoir comment on pondère les personnes précaires par rapport aux autres. On a fait quand même des tests pour voir comment on pouvait faire. Et on n'arrivait jamais à refaire basculer, à ce que ce critère de précarité change le diagnostic sur les zones sur lesquelles on se disait il faut qu'on réussisse à prendre en compte des choses en plus, sans que ça détériore le diagnostic sur tout le reste de la France. Du coup, c'est pour ça que le zonage actuellement, donc l'APL ne tient pas compte de critères sociaux à l'intérieur de l'indicateur lui-même. Par contre, le zonage est construit de façon à ce que l'APL soit une donnée de cadrage. Et alors certes, il y a une partie du zonage qui est une sélection nationale, qui est vraiment les territoires qui sont les plus bas dans ce que décrit l'indicateur. Et puis il y a plus de la moitié du zonage au niveau national qui est déterminé par les ARS. Et ça, c'est pas une marge de manœuvre histoire de donner satisfaction aux régions, c'est une vraie grande latitude qui est laissée pour justement tenir compte d'autres indicateurs, d'autres réalités, et pas seulement d'indicateurs, de réalités de terrain, de connaissances fines du terrain, qu'au niveau national, on ne peut pas avoir. Et donc voilà, je pense que c'est la façon dont on a décidé de le gérer, c'est-à-dire qu'au lieu, on ne pourra pas avoir un indicateur qui tient compte de tout de manière parfaite, ça on le sait, et c'est aussi le job du statisticien de savoir jusqu'où va son indicateur. Et du coup, on le résout de cette façon-là. Et l'idée, c'est de déterminer un zonage qui... on utilise l'indicateur jusque là où on peut l'utiliser. Et puis ensuite, on fait en sorte que les zones qui ont besoin d'avoir des aides les aient. Et la RS Île-de-France a une large marge de manœuvre de ce point de vue-là. Et voilà. Un autre point pour défendre un tout petit peu le zonage, c'est que là, on a la chance ou l'avantage, je ne sais pas, d'avoir une méthode nationale qui s'applique partout de la même manière. Le précédent zonage, notamment sur la partie pacte territoire santé, a donné lieu à des choses très très divergentes selon les régions. On avait des endroits, des régions qui étaient entièrement couvertes. Du coup, on considérait que tout le territoire était éligible aux aides. D'autres endroits où c'était beaucoup plus moucheté. Et puis on s'est rendu compte aussi que toutes les zones frontières des régions n'avaient jamais été traitées par aucune région. C'est-à-dire que la région Centre ou la région Bourgogne, par exemple, qui ont plein de frontières, eh ben, nous on pense que c'est pas pour rien qu'elles ont beaucoup plus de problèmes que les autres. C'est parce que dans aucun zonage, personne ne s'était senti responsable de ces zones frontalières. Et là, l'avantage de la sélection nationale, c'est qu'on impose de fait que ces zones frontalières qui sont en très grande difficulté soient prises en compte dans le zonage et que les ARS, enfin les régions, se responsabilisent sur ces zones-là. Voilà. On continue ? Merci beaucoup en tout cas. Les annexes. Voilà, hop. Sophia, c'est à toi. Bonjour, donc moi je suis Sophia Châtelard, je suis médecin généraliste installée depuis 5 ans à Saint-Martin-d'Hères, donc c'est la banlieue de Grenoble. Et je m'intéresse aux inégalités sociales de santé depuis mon internat, avec ma thèse, mon master 2, et puis une participation à plusieurs études, et notamment l'étude Cérezo. Je pense que c'est celle-là que vous citiez quand vous disiez refus barrière, renoncement barrière ou renoncement refus. C'est une étude qui, Cérezo, ça veut dire ce que renoncer aux soins veut dire, et qui a été faite par l'équipe de l'Odenor, la même équipe qui a travaillé avec le GAR. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que
c'est un monde qui est assez petit, en fait, les gens qui s'intéressent aux inégalités sociales de santé, et que, voilà, on se retrouve, et je vous avais déjà vu, en fait, à la CPAM, voilà, bon, bref. Donc, c'est bien de ne pas tourner en rond. S'il y a des gens qui, voilà, participent pour la première fois à une table ronde ou à quelque chose sur les inégalités sociales de santé, c'est super. Donc moi, on m'a demandé d'élargir un petit peu le débat et d'aller au-delà de la question du renoncement pour raisons financières ou du renoncement territorial, et de replacer un peu tout ça dans le contexte plus global des inégalités sociales de santé. Donc pour vous donner une définition simple, c'est des différences dans le domaine de la santé entre des groupes sociaux. Et c'est ce qu'il faut bien retenir, la première notion, c'est que c'est un gradient, c'est-à-dire que ce n'est pas les très précaires versus les autres. Et ça a très bien été dit dans les présentations d'avant et dans la vidéo qu'on a vue. Il y a des gens qui ne sont pas complètement à la rue et qui pourtant peuvent avoir des problèmes de santé qui sont en lien avec leur niveau social. Donc il y a un retentissement sur la morbimortalité, sur l'état de santé ressenti aussi, sur les incapacités et les limitations fonctionnelles. Je vais vous donner après quelques chiffres simplement pour illustrer. Et ça, c'est présent dès le plus jeune âge, voire même déjà in utero. Et il y a des études qui montrent que voilà, les problèmes sociaux de la maman enceinte ont des répercussions sur la santé de l'enfant à naître tout au long de sa vie. Donc c'est des inégalités qui sont injustes, qui sont évitables. Et en France, elles sont assez fortes, malgré les progrès de la médecine, l'offre de soins, la sécurité sociale qui quand même est meilleure que dans pas mal d'autres pays, même si ce n'est pas une prise en charge encore à 100% comme le proposait Alan. Malgré tout ça, on n'est quand même pas tip-top sur ce sujet-là. Donc pour vous donner quelques chiffres, à 35 ans, un cadre vit en moyenne jusqu'à 82 ans, alors qu'un ouvrier décédera en moyenne à 76 ans. Et à 35 ans toujours, parmi les 47 ans qui lui restent à vivre, le cadre en vivra 34 sans incapacité, alors que l'ouvrier, lui, il lui reste que 41 ans à vivre, et parmi celles-là, il n'y aura que 24 ans sans incapacité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire que non seulement ils décèdent plus jeunes, mais en plus, ils ont beaucoup plus d'années de vie en mauvaise santé que les cadres qui finalement vont plutôt très bien jusqu'à temps que ça se gâte à un âge déjà relativement avancé et qu'il n'y ait que quelques années qui se passent en mauvaise santé. Et après, sur les décès prématurés, à 35 ans, un ouvrier a 2 fois plus de risques qu'un cadre de mourir avant 60 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les décès prématurés. Donc 110 000 décès prématurés avant l'âge de 65 ans en France. Donc on est avant-dernier des 15 pays de l'Europe d'avant qu'on soit plus nombreux. Je ne sais plus combien on est, 28 ? Non, il n'y a plus la Grande-Bretagne, je ne sais plus. Il y a Mackenbach qui avait fait une étude, alors c'est un peu coupé, sur une douzaine de pays sur les inégalités sociales. Donc ça, c'est l'indice relatif d'inégalité, de mortalité selon le niveau d'éducation chez les hommes. Et donc vous voyez la France qui n'est pas la pire, mais qui n'est pas la mieux non plus. Donc en gros, les hommes les moins éduqués ont 2 fois plus de risques de mortalité que les hommes. On va tous mourir, hein, mais voilà, disons que je pense que c'était la mortalité précoce, et 2 fois plus chez les hommes moins éduqués que chez les hommes les plus éduqués. Et on peut retrouver ça aussi pour les femmes, c'est à peu près pareil, et selon d'autres critères sociaux, comme le niveau de revenu ou la profession. Donc, qu'est-ce qui détermine ces inégalités sociales de santé ? Il y a d'abord des accumulations de facteurs de risque médicaux, ça c'est ce qu'on connaît bien. En général, les ouvriers, ils fument plus, ils ont des conditions de travail, ils ont l'amiante, ils ont plein de troubles musculo-squelettiques parce qu'ils portent des charges lourdes, etc. Bon, ça, on s'en doute facilement. L'inégalité d'accès aux soins, je ne vais pas revenir dessus, on en a largement parlé. La différence de propension à l'usage des soins, ça recoupe l'idée de renoncement. Et puis, en fait, malgré tout ça, il y a quand même un facteur de vulnérabilité en plus, qui est indépendant de tout ça, c'est-à-dire quand on fait des études et on lisse sur ces déterminants-là, il reste quand même une inégalité, et puis on se demande un peu d'où elle vient. Donc une des pistes, sans que ça explique totalement, c'est que des événements de vie difficiles dans l'enfance peuvent avoir un impact négatif, comme je vous le disais, même dès la vie in utero, sur l'état de santé de toute la vie. Donc ça, c'est le travail de Cambois et Juzo en 2008. Donc, des expériences de vie difficiles, comment elles impactent. Alors, je ne sais pas si... Donc, il y a une partie femme, une partie homme. Et on a vu l'impact sur trois indicateurs, la mauvaise santé perçue, la maladie chronique et la limitation d'activité.
Et donc, on voit que ce soit des épisodes de précarité dans l'enfance, à l'âge adulte ou aux deux périodes, on a vraiment un sur-risque de mauvaise santé, qu'elle soit perçue, maladie chronique ou limitation d'activité, pour toutes ces choses-là. Et ce qui est important, c'est après ajustement par le niveau d'éducation, la profession et le niveau de revenu. Donc vraiment, l'événement de vie traumatique, il peut vraiment laisser des séquelles longues, et même si après, socialement, on a l'impression de bien s'en sortir. Tout ça pour dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, et même avec toutes les études statistiques qu'on peut faire, avec tous les facteurs de risque qu'on connaît, il reste encore des choses à expliquer. Alors, comment on peut agir sur les inégalités sociales de santé? Sur le logement sain, sur avoir un emploi pour avoir assez de revenus, sur l'éducation, l'accessibilité financière aux soins. C'est important pour nous de s'en préoccuper, mais en fait, ce n'est pas de notre domaine d'action quand on est dans notre cabinet au quotidien. On n'a quand même pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Après, on peut s'engager en tant que citoyen, mais c'est autre chose. Ceci dit, on a quand même un rôle à jouer. Et il n'est pas négligeable. Bon, je vous rappelle, on est en premier recours et on voyait bien que les personnes précaires, elles ont tendance à plus facilement aller passer par le généraliste que les cadres qui vont directement voir le spécialiste dès qu'ils ont un truc qui ne va pas. L'impact des soins, ça a été montré qu'il est plus important pour ces personnes-là. C'est-à-dire que ce sera d'autant plus bénéfique d'accompagner quelqu'un qu'il en a vraiment besoin à la base, quoi, en gros. Et puis, on a des compétences biomédicales, mais on a aussi des compétences que j'appellerais psychosociales. Alors, on parle beaucoup des compétences psychosociales des patients pour faire face à la maladie, les qualités de résilience, l'autonomie, l'empowerment, etc. Mais nous aussi, on a des capacités psychosociales qui sont celles d'empathie, de relationnel qu'on met en place dans nos consultations au quotidien. Alors, j'aurais pu vous parler de ça, mais j'ai pas le temps. Mais voilà, il y a des choses écrites là-dessus. Une petite parenthèse sur est-ce que c'est une différence d'accès aux soins ou est-ce que c'est une différence de prise en charge? Et je prends l'exemple de la prévention. Il y a une étude dans la région parisienne qui a été faite sur le dépistage du cancer du col par le frottis. Et donc, les femmes cadres, elles sont 7 fois plus à jour de leur frottis que les ouvrières, chez des médecins généralistes tout venant. En sachant que peut-être les cadres qui font la frottis tous les ans chez le gynéco, c'est peut-être pas un bénéfice pour elles parce que c'est pas ce qui est recommandé non plus. Donc c'est pas forcément le gold standard, on va dire, mais en tout cas c'est sûr que les ouvrières, elles ont beaucoup plus souvent un frottis qui date d'il y a plus de 3 ans. Donc ça c'est important pour nous de le savoir parce que dans nos consultations, quand l'ouvrière elle vient parce que justement elle a son trouble musculo-squelettique, qu'elle a ses 3 gamins à s'occuper toute seule et que voilà, sans stigmatiser, hein, mais on a du mal à penser à regarder dans le dossier de quand date son dernier frottis, alors que la cadre qui vient que pour ça, parce qu'elle a reçu son petit papier de l'office départemental, ou parce qu'elle avait noté dans son agenda que c'était le bon moment, on fera plus facilement quand même le frottis à cette personne-là. Et puis la deuxième étude que je voulais citer, c'est une étude qui a été faite dans un cabinet de mon pôle de santé, chez des médecins qui sont ultra militants pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Et là, pour le coup, il n'y avait pas de différence en termes d'actes de prévention sur différents actes, et notamment la vaccination et la remise d'hémocultes, où les différences étaient très minimes, et en tout cas la moyenne globale, elle était au-dessus de la moyenne du département. Donc tout ça pour dire que si on s'y intéresse, on peut vraiment changer les choses dans notre pratique. Ce qui ressort des études sur la perception des médecins, c'est que souvent ils sont centrés sur la grande vulnérabilité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les chômeurs, les personnes très isolées, qui n'ont pas le polo de marque, qui ont l'air, voilà, que quand on les voit, on se dit, oulala, celui-là, il doit vraiment galérer. Or, je pense que maintenant, vous avez compris qu'il n'y a pas que ceux-là à qui on doit s'adresser. Donc, il y a un vrai problème de repérage, et pour reprendre le mot d'Alan, le pifomètre ne marche pas. Voilà, donc on a demandé aux gens comment vous évaluez cette personne sur l'échelle sociale, et après, on a vraiment catégorisé la personne avec des critères objectifs, et les médecins, en moyenne, ils ont toujours tendance à surévaluer la position sociale de leurs patients. Alors pas énorme, hein, ils ne se trompent pas du tout en bas à tout en haut, mais quand même, voilà, on a tendance à sous-estimer ça. Jusqu'à présent, les outils disponibles, il n'y en avait pas tant. Le score EPIS, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un score qui est plus utilisé en recherche, qui avait été d'abord élaboré pour les centres de prévention de bilan de santé, et qui est difficilement faisable, je pense, au quotidien dans nos cabinets. Et puis on a les caractéristiques sociodémographiques, la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'études.
Donc, fort de tout ça, on est un petit groupe de médecins, dont certains dans la salle, qui avons réfléchi à des recommandations sur qu'est-ce qui serait intéressant d'enregistrer dans nos dossiers sur la situation sociale de nos patients. Et donc, on a fait ce travail-là entre mars 2012 et mars 2014, et ça a abouti à ce document qui est disponible sur le site du collège, puisque le collège de la médecine générale a estampillé, on va dire, ce document, mais qui a été vraiment travaillé par des personnes de terrain, des médecins généralistes, et puis 2-3 chercheurs aussi de santé publique. En fait, maintenant, on travaille à la version 2 de ce document, et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, en sachant que c'est vraiment un travail en cours. Alan, il était à une réunion hier de ce groupe de travail, moi je n'ai pas pu y aller, donc c'est en cours, et on avait vraiment envie de vous le présenter pour avoir vos premiers retours et nous aider à voir si on va un peu dans la bonne direction. Le but, c'est de pouvoir simplifier ce recueil, de le rendre plus acceptable et de mieux montrer son intérêt. Ça, c'est notre but pour la version 2. Alors, juste pour revenir sur la version 1, vous sachiez de quoi je parle, on avait simplement recueilli les informations qui nous semblaient soit indispensables, soit fortement utiles et recommandées à écrire dans le dossier médical. Donc, celles qui étaient indispensables, il y a l'âge, le sexe et l'adresse. Ça vous paraît tout bête, mais demandez-vous s'il y a l'adresse de tous vos patients dans tous les dossiers. Je ne suis pas sûre, en tout cas dans les miens, elle n'y est pas à 100%, c'est certain. La couverture sociale, est-ce qu'il y a l'assurance maladie obligatoire, une complémentaire, la CMUC, etc. La situation par rapport à l'emploi, la profession et la capacité de compréhension du langage écrit. Ça, c'est ce qu'on appelle la littératie en santé. Je ne sais pas si c'est un mot que vous avez déjà entendu. Donc, ce n'est pas seulement le fait d'être lettré ou illettré, mais c'est le fait de comprendre les informations qui ont été données par le professionnel de santé. Et puis, dans les informations complémentaires, alors, on pourra en discuter après, hein, nous, ça a fait l'objet de nombreuses heures de discussion. On avait retenu le pays de naissance, le fait d'être en couple, de vivre seul ou non, le nombre d'enfants à charge, le niveau d'études et la catégorie socio-professionnelle, le fait de bénéficier de minima sociaux, le statut vis-à-vis du logement et la situation financière perçue. Donc, en sachant qu'on est bien d'accord que ce n'est pas à demander forcément tout de suite la première fois qu'on voit la personne, peut-être celle de gauche à la rigueur, mais pas celle de droite forcément, mais en tout cas que c'est des éléments qui semblent importants à avoir dans le dossier. Et toujours en tête aussi qu'il faut les remettre à jour régulièrement, parce que le statut vis-à-vis de l'emploi, ça change, la vie maritale, ça change, le nombre d'enfants, ça change. Enfin voilà, tout bouge dans la vie des gens. Juste, il y a eu des études de faisabilité à la fois du côté des médecins, avec des implémentations dans les logiciels médicaux, qui ont montré que c'était relativement faisable quand même, et d'acceptabilité chez les patients, parce que souvent il y a la réticence de poser des questions sur le revenu ou autre, et c'était pas un frein majeur non plus pour les patients qu'on vienne explorer ces dimensions-là. Et comme ils ont dit dans le film, en fait, ça leur, quelque part, ça les libère parfois, et ça leur fait plaisir qu'on puisse aborder ces questions-là avec eux. Et donc pour la V2, on s'est dit que pour rendre ça plus simple et surtout plus intéressant, on voulait vous montrer que finalement c'était dans ces 4 dimensions-là qui sont sur ce schéma qu'il était intéressant d'aller diagnostiquer ou d'aller lister des choses qui pouvaient nous alerter sur la capacité de la personne à accéder aux soins et à prendre en charge sa santé. Alors, donc, il y a 2 choses pour nous qui sont indispensables à savoir dès le début et qui sont vraiment les 2 drapeaux rouges qui nous font dire bah là, s'il n'y a pas ces 2 choses-là, vraiment la personne, c'est sûr qu'elle ne pourra pas avoir son parcours de soins fluide et satisfaisant. La première, c'est je ne peux pas financer mes soins. Donc, on a vu qu'une des réponses bientôt dans tous les départements sera éventuellement de pouvoir accéder à la plateforme de la CPAM. Et puis l'autre, c'est je ne comprends pas ce que mon médecin a écrit. Donc, c'est la fameuse littératie en santé. Parce qu'on a beau mettre tous les efforts, prendre le temps, voilà, si la personne est toute seule, elle ne peut pas comprendre ce qui va se passer pour elle par la suite et ce qu'on lui propose de faire dans son parcours, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est vraiment les 2 trucs, drapeau rouge, quoi. On a appelé ça drapeau rouge pour l'instant. Et après, dans les autres champs, donc je reprends en haut à gauche, dans le champ entourage personnel, ce qui nous semble indispensable, c'est savoir si la personne vit en couple et connaître le nombre d'enfants qu'elle a. Et puis peut-être demander aussi un peu plus dans la relation de confiance aussi qui s'installe avec la personne, bah justement, est-ce qu'elle a des personnes de confiance autour d'elle?
Est-ce qu'elle a des amis vers qui se tourner ou de la famille qu'elle voit régulièrement, ou est-ce qu'au contraire elle est complètement isolée? Est-ce qu'elle est confrontée à de la violence physique, psychologique? Et puis aussi tout l'aspect des croyances qui peuvent influencer les soins. Et on a vu qu'il y a des personnes qui préfèrent se tourner aussi vers d'autres professionnels ou non professionnels que les professionnels de santé pour prendre en charge leur pathologie. Dans la vie professionnelle, donc, ce qui nous semble essentiel, c'est le statut vis-à-vis de l'emploi, la catégorie socio-professionnelle. Donc ça reprend quand même un peu les critères de la première version, les bénéficiaires de minima sociaux et la situation financière perçue. Souvent, les situations perçues, elles sont assez pertinentes dans les études, que ce soit l'état de santé perçu, la situation financière perçue. La manière dont les gens se perçoivent, elle est assez pertinente pour être prédictive de problèmes de santé qui vont advenir. Et si on veut aller plus loin, la souffrance au travail ou les expositions professionnelles à différents agents pathogènes. Dans le champ, ce qu'on a appelé environnement, donc ça aussi les étiquettes, elles sont peut-être pas forcément adaptées. Si vous avez d'autres termes qui vous semblent plus adaptés, n'hésitez pas à nous le dire. Donc le statut vis-à-vis du logement, est-ce qu'on est hébergé de manière très temporaire et précaire chez une copine, mais que la semaine prochaine elle a son copain qui arrive, donc elle va nous mettre dehors, ou est-ce qu'on est propriétaire de 3 logements, voilà. Et puis après, à l'intérieur du logement, est-ce qu'il y a du plomb? Est-ce qu'il y a de la pollution? Est-ce qu'il y a des moisissures sur les murs? Est-ce que c'est accessible ou est-ce que c'est une mamie qui a plein de marches pour arriver à son appartement? Est-ce que les voisins font du bruit toute la nuit et que ça retentit sur la qualité de vie de la personne? Et sur le parcours de soins, donc on a dit les 2 indicateurs d'alerte, c'est le statut vis-à-vis de l'assurance maladie et puis la capacité de compréhension. Il nous semble aussi essentiel, évidemment, de savoir s'il y a une complémentaire santé. Et ça, on assume souvent que les gens ont une mutuelle et on ne le demande pas forcément. Et c'est pareil, on a parfois des surprises. Le niveau d'études, plus globalement, donc ce concept de littératie en santé, le médecin traitant déclaré, et puis le fait d'avoir une ALD ou une autre prise en charge à 100%. Je suis allée un peu vite, je suis désolée, mais enfin, voilà, ce qui me semblait important, c'était ces 4 dimensions-là, avec à chaque fois des choses qui semblent essentielles, et puis d'autres qu'on peut creuser au fur et à mesure de la relation. Et tout ça, ça nous permet de savoir un peu où se situe la personne et les obstacles éventuels au parcours de soins. La suite des recos, ce sera de vous montrer l'intérêt aussi de qu'est-ce qu'on peut faire en pratique pour chacune de ces dimensions pour lutter contre les inégalités sociales de santé, avec notamment des vignettes cliniques qui serviront à illustrer des choses à côté desquelles on pourrait passer si jamais on n'était pas assez systématique sur le recueil de ces données. Donc c'est utile pour la pratique quotidienne, ça peut être utile aussi pour la valorisation financière, on parle de la ROS ou d'autres choses pour les structures pluriprofessionnelles. Et puis le fait de mettre systématiquement dans les dossiers, ça permet aussi de faire de la recherche et comment on fait pour savoir que les ouvrières, elles ont 7 fois moins de frottis que les cadres. Il faut que ce soit marqué ouvrière ou cadre dans le dossier, sinon on ne peut pas. Et puis dans la V1, il y avait déjà une des recommandations aux éditeurs de logiciels pour nous faciliter un peu la saisie de ces données-là, donc on va encore insister là-dessus. Et puis je l'ai pas marqué là, mais on va essayer d'inclure les enfants aussi dans ces recommandations, alors qu'on se focalisait surtout sur les adultes. Mais Alan a fait une petite recherche biblio. Apparemment, le niveau social des enfants, en fait, il n'y a pas d'indicateur spécifique. Il faut regarder le niveau social de leurs parents, quoi, en gros. Mais ça méritera d'être écrit aussi. Voilà. Donc les inégalités sociales de santé sont présentes, sont inacceptables. On a un rôle, on doit se positionner, et donc premièrement repérer, donc c'est l'enjeu pour nous de ces recos, comprendre et écouter les fameuses compétences psychosociales qu'on peut développer, et puis accompagner, et quand on ne peut plus accompagner, savoir passer le relais et adresser, et notamment au relais qu'on nous a présenté aujourd'hui. Et puis juste pour finir, parce qu'après il y a des gens qui disent oui mais on n'est pas des assistantes sociales, etc. Tout ça c'est vraiment fait pour être articulé avec les soins biomédicaux et ça a un impact direct vraiment sur la santé biomédicale des gens. Donc, monsieur parlait des, je sais plus, oui c'est vous qui disiez qu'il y avait différentes valeurs de médecins et que c'était ça qui, nous on tend à dire que non c'est pas une question de valeur, c'est vraiment notre rôle et c'est pour ça qu'on milite, entre guillemets, pour la systématisation un peu de la recherche de ces choses-là auprès de tous nos patients, parce que ça fait vraiment partie du soin. Voilà. Merci Sophia. Il y a un petit billet de sélection dans la salle parce que effectivement, lorsque la généralisation de la PFIDAS a été annoncée,
Il y a des syndicats médicaux qui ont sorti des communiqués de presse pour dire que c'était n'importe quoi et que ça servait à rien. Voilà. Moi, ma remarque, c'était surtout sur... mais du coup, tu as abordé le problème à la toute fin de ton exposé, les enfants. J'ai remplacé pendant 5 ans, je suis installée depuis 2 mois. Les seules situations d'inégalité que j'ai rencontrées pour l'instant, c'était sur des enfants de parents divorcés. C'est les seuls moments où j'ai fait des actes gratuits, où j'ai prescrit sous d'autres noms, parce que le remboursement arrivait, enfin voilà, tout le monde connaît ces situations-là. Et pour moi, c'est quelque chose... après, voilà, j'ai pas une expérience de beaucoup d'années d'exercice, mais vraiment sur 2 mois d'exercice, c'est presque la seule inégalité de santé auquel j'ai vraiment été confrontée de manière répétée. Ben, il y a tout l'aspect administratif, est-ce qu'il est sur la carte vitale de l'un, de l'autre, voilà, ce qui peut compliquer la facturation ou le paiement des soins. Et puis c'est pour ça que dans les critères, il y a vraiment est-ce que vous viviez seul, combien d'enfants vous avez à charge, quelle est la composition de la famille en fait, parce qu'on sait que ça peut beaucoup compliquer les choses quand il y a des familles monoparentales. Ouais, donc là, on va vraiment essayer dans ces recos-là de plus mettre l'accent sur ces problématiques-là. Je suis assez d'accord avec Elodie, j'ai déjà eu ce type de problématique avec des patients, je fais exactement la même chose. Moi, j'ai d'autres, dans le renoncement aux soins, j'ai d'autres cas de patients. Pourtant, je fais le tiers payant à tous mes patients sur la part obligatoire, sans évaluer forcément, mais bon, il y a des situations que je connais et je sais difficiles, mais j'ai 2 familles de patients qui ne consultent pas en fin de mois, même si c'est 7,50 à régler, chez qui j'ai proposé de faire des actes gratuits et qui sont extrêmement gênés et qui préfèrent renoncer aux soins plutôt que me demander un acte gratuit. Ça aussi, c'est très difficile à gérer. La patiente m'a dit si je ne peux pas vous payer, je suis la seule à qui je peux vous parler, c'est important pour moi. Alors, c'est ce que disait le monsieur, hein, c'est que comment on peut imaginer qu'une personne elle ait envie d'être assistée, enfin voilà, c'est pas le but de ces personnes-là, c'est sûr. Après, il y a peut-être des choses à chercher du côté de l'aide à la complémentaire santé ou d'autres choses pour qu'ils aient accès à ça. Des fois, on peut proposer, non pas que ce soit gratuit, mais qu'ils fassent un chèque et qu'on l'encaisse une fois qu'ils auront été payés, qu'ils auront été remboursés en fait de quelque chose qu'ils n'auront pas encore sorti et qu'ils le sortent juste après. Ça peut être l'engrenage aussi de l'endettement, hein, parce que s'ils sortent des sous qu'ils n'ont pas encore et qu'ils dépensent les 7,50 € qu'ils vont recevoir sur le compte avant qu'on ait encaissé le chèque, voilà, c'est pas forcément un service à leur rendre à chaque fois, mais ça peut être une possibilité. Mais c'est là où nous, peut-être notre rôle, il s'arrête aussi et où on peut essayer d'avoir un relais avec des personnes qui vont les aider à sortir de cet engrenage-là de je peux pas payer la part complémentaire et du coup, je viens pas, quoi. Oui, je voulais juste dire que dans les travaux de recherche, j'avais été frappé par le fait que, de façon très fréquente, les assurés disaient de toute façon, moi, il est hors de question que mon médecin sache les difficultés que je rencontre, les difficultés financières, pour 2 raisons, à la fois par dignité et aussi parce qu'il ne voudrait surtout pas que cela influe sur vos décisions médicales. Voilà. Ils ne veulent pas être soignés parce que le fait qu'ils soient en situation de difficulté ne doit pas impacter au fond le traitement ou la façon dont vous allez les prendre en charge. Alors ça c'est ressorti de façon vraiment très importante, ce qui peut expliquer que effectivement la question de l'identification se pose pour vos médecins. Et ils avaient dit, il y a une deuxième chose qu'ils ont dit massivement, c'est que l'assurance maladie, enfin la Sécu, n'est pas du tout identifiée comme une structure d'aide qui peut les aider. Voilà, quand même, voilà aussi 2 facettes du problème, quoi. Et qui fait que moi j'ai parlé de la loi du silence, c'est-à-dire qu'effectivement les personnes ne le disent pas, les institutions en limite ne disent rien, puis les médecins ne repèrent pas et les personnes ne le disent pas à leurs médecins. Juste, je voudrais compléter et je vais me permettre de dire quelque chose que je devrais peut-être pas devant un directeur de la CPAM. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, pour les enfants, on pouvait faire passer les consultations avec l'assurance maternité, oui. Y compris jusqu'à 6 ans. Donc normalement, c'est pour les choses régulées, voilà, les consultations tous les mois, puis 2 fois par an, etc. Mais pour des gens qui ont du mal à payer pour leurs enfants, même s'ils viennent pour une pathologie infectieuse aiguë, moi, personnellement, je le fais passer avec l'assurance maternité, ce qui permet de faire le tiers payant intégral
et que les gens n'aient pas avancé. Alors, c'est des gens qui viennent régulièrement. Normalement, la Sécu, je crois qu'il y a un certain nombre de consultations, c'est un quota. 20 consultations jusqu'à 6 ans, 9 la première année. Mais en fait, je suis désolée, mais je crois qu'en fait, vous pouvez pas trop. Enfin, il faudrait vraiment vous intéresser à cet indicateur-là si vous vouliez nous fliquer, entre guillemets. Donc, moi, non, mais voilà, je pense qu'il y a certains patients, ça fait plus que 20 consultations, mais moi, j'ai jamais été embêtée. Et c'est évident qu'on fait pas ça pour tout le monde, mais des gens pour qui ça peut favoriser l'accès aux soins, moi, en tout cas, j'hésite pas à le faire. Voilà. Et c'est du 100%, hein. C'est effectivement... C'est ça, c'est que l'assurance maternité, elle est prise à 100% par la Sécu, donc il n'y a pas de part mutuelle. Oui, c'est pour ça que je dis que je ne devrais pas le dire et qu'en plus il y a la CPAM à côté. Mais... Oui, la caméra, coucou, c'est là. On va prendre une dernière question courte, s'il vous plaît. Du coup, dans ma pratique, en fait, je me suis beaucoup trouvé dans la situation où je faisais pas payer les étudiants, en fait, dans les caisses spéciales comme la SMEBA et la LMDE, où on savait pertinemment qu'ils ne seraient pas remboursés du tout. Et du coup, voilà, c'est par rapport à ça, justement, le fait de les intégrer. Est-ce qu'on a des chiffres déjà par rapport à ça ? Alors moi, j'ai pas la connaissance de la biblio sur les étudiants, mais de toute façon, à chaque fois qu'il y a un changement de régime, hein, que ce soit on était avec ses parents, on passe étudiant, puis après on a un petit job, donc on passe dans le régime général, on redevient étudiant parce qu'on reprend des études. Ça, c'est toujours très compliqué, et c'est là où... Et également le passage de la MSA à la CPM, hein, oui, c'est voilà, le même tout problème. à fait. Bon, le RSI va disparaître, ce sera déjà un truc en moins, mais oui, c'est compliqué. Après, je crois que les sécu étudiantes, elles mettent en place des choses un peu pour faciliter. Elles n'existeront plus dans un an. Ben voilà. Tout va être uniformisé. Au régime général. Une dernière question. Non, en fait, c'était juste deux remarques. La première, c'était par rapport aux actes gratuits, il me semble que ça pose quand même le problème du fait que généralement, il n'y a pas que la consultation à financer, il y a aussi la prescription qui va aller après, qu'à mon avis, c'est bien, c'est militant, c'est généreux, mais c'est à mon avis une fausse bonne idée parce que derrière, c'est des patients qui ne pourront pas accéder à la prescription médicamenteuse, à la prescription d'examens complémentaires, etc. Donc à mon avis, le dispositif CPAM est beaucoup plus intéressant puisqu'il permet d'accompagner les gens vers le fait de retrouver leurs droits. Au sein de mon centre de santé, on a une enveloppe précarité qui nous permet de financer les soins le temps que cet accompagnement a été fait. Donc ça se fait de longue date avec notre CPAM et avec les assistantes sociales de la ville. Et donc je pense qu'il faut se méfier de l'acte gratuit, quoi. La fausse bonne idée de l'acte gratuit, c'est généreux, mais la générosité ne fonctionne pas forcément toujours. Et la deuxième chose, c'est que en fait, dans ton exposé, Sophia, tu n'as pas du tout parlé d'universalisme proportionné et du fait que... non mais... comment ? Tu vas en parler beaucoup mieux. Non, mais en fait, du fait que le rôle aussi, finalement, du médecin et du système de santé, c'est de faire plus pour ceux qui ont... C'est l'équité, en fait. Moi, j'appelle ça l'équité, c'est ça ? C'est la même chose. Ouais, alors oui, c'est un petit peu la même chose. Mais on voit qu'il y a des interventions spécifiques qui se font en fonction des territoires, mais qui ne se font pas encore en fonction du gradient social, quoi. Et la meilleure preuve, et je trouve que c'est assez choquant, c'est qu'en janvier 2018, enfin en tout cas premier trimestre 2018, on va mettre en place en France le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Il y a de nombreuses expériences étrangères qui montrent que l'invitation simple, comme on fait pour les autres cancers, ça ne fait que creuser les inégalités sociales de santé, puisque les femmes les plus favorisées vont se faire dépister, et puis les femmes les plus précaires n'y vont pas. Il y a aussi de nombreuses études étrangères qui montrent qu'il y a des interventions pour le coup pertinentes, donc dans le cadre de l'universalisme proportionné, qui fonctionnent pour mettre en place ce dépistage sans creuser les inégalités sociales de santé. Et en fait, les autorités sanitaires françaises ont pris la décision, parce que c'est une volonté politique de ne pas le faire, de ne pas mettre ce genre de démarche en place, y compris pour des dispositifs nouveaux, quoi. Donc c'est assez étonnant. Alors, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, toi qui t'intéresses beaucoup au sujet. Déjà, j'avais une diapo sur l'équité, mais j'en avais trop, alors je l'ai enlevée. Mais évidemment qu'on aimerait bien que tous les gens aient accès à la même chose, et que du coup on sait qu'il faut mettre les bouchées doubles pour certains, pour qu'ils arrivent au même niveau que les autres. Donc je ne peux être que d'accord avec toi. Après, sur la volonté politique, je me demande si c'est pas tout simplement parce que c'est plus simple d'envoyer une lettre que d'aller faire des actions spécifiques où il faut repérer les gens, etc.
Donc c'est peut-être du pragmatisme, diront-ils. Je ne sais pas, mais dans l'idéal, je suis d'accord avec toi. Alors, il faudra lui poser la question après. Je suis désolé. Je passe juste la parole à Sophie. Ce serait dommage que la soirée conviviale soit décalée. Pour faire un petit mot de conclusion sur la table ronde. Alors, donc nous, Réagir, on est des jeunes, on est des idéalistes, et ça fait 1 an que le conseil d'administration de Réagir s'est penché sur un dossier qu'on a intitulé « Lutter contre les freins financiers à l'accès aux soins ». Avant, on avait déjà beaucoup travaillé sur les freins géographiques à l'accès aux soins et la fameuse obligation de régulation, d'installation. Mais voilà, depuis 1 an, on travaille sur ce sujet-là. Ok. Donc, depuis Rennes... Désolée. Ça me perturbe, cet acouphène. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais... Il faut que je m'avance. Ah, voilà, je vais à la régie. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça. Bref. Depuis Rennes, l'année dernière, en décembre, on a fait travailler les administrateurs. Pierre et Charline, dans le grand petit journal demain matin, vous présenteront quelle méthodologie on a utilisée pour construire ce document d'accès, sur la lutte contre les freins financiers à l'accès aux soins. Et moi, je vais juste vous évoquer les idées générales, puisque ce document va être finalisé de construire ce week-end après le conseil d'administration, qui a lieu juste après les rencontres. Mais les administrateurs, ça fait déjà donc 1 an. Au final, on en a ressorti 10 objectifs, 40 propositions. Et la première, donc, améliorer la connaissance du système de santé. Vous l'avez vu avec les différents exemples, même si ce n'est pas à proprement parler un obstacle économique, la complexité du système de santé est un frein en lui-même. Deuxièmement, simplifier le système d'assurance maladie. Alors on peut être aussi idéaliste qu'Alan et de dire qu'il ne faut qu'une seule sécurité sociale pour tout, mais est-ce que c'est la vraie solution? Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont envisagées? C'est vrai, c'est juste, on s'est rendu compte qu'il fallait simplifier les systèmes. Et là, on va avoir la fin du RSI, on va avoir la fin des sécurités sociales étudiantes, par exemple. Mais est-ce que ça va être une bonne façon de faire? Je ne sais pas. Enfin, il faut aussi simplifier les dispositifs sociaux de l'assurance maladie. De passer de la CMU à l'ACS, à l'AME, avec des freins de passage parce qu'il y a des limites financières, c'est aussi des limitations à l'accès aux soins. Donc on a proposé des solutions sur ça, mais dans un grand domaine qui s'appelle simplifier les dispositifs sociaux d'assurance maladie. Enfin, un médecin généraliste, il est au cœur de la prise en charge de son patient, et je pense qu'il est important que finalement le médecin généraliste soit valorisé de cette prise en charge sociale. On l'a un petit peu abordé, dans la ROSP, il y aura peut-être des choses à créer. Pour les maisons de santé, la rémunération en équipe, il y a une majoration du nombre de la rémunération en fonction du taux de CMU des patients qui sont pris en charge, etc., pour pouvoir renforcer cette valeur-là. Et M. Fatou l'a dit, dans les maisons de santé, on s'est déjà beaucoup plus saisi dans les maisons en pôle de santé, comme chez Sophia, on s'est saisi de cette problématique d'inégalité à l'accès aux soins. Mais c'est aussi renforcer le rôle du médecin généraliste dans le parcours de soins. On a un vrai rôle de régulation, pas forcément de régulation au sens financier du terme, mais d'orientation de nos patients vers des professionnels de santé et de simplification du système. Et c'est là que le rôle du médecin dans le parcours de soins doit être renforcé. Même s'il a été créé depuis 10 ans, je pense que vous avez tous des exemples de personnes qui vont au-delà de ce parcours de soins. Bon, c'est peut-être plus souvent des CSP+, en effet, mais en tout cas, le parcours de soins du médecin traitant, il a été créé, certes, pour une réalité de régulation financière, même s'il faudrait se saisir de cette option pour pouvoir aller plus loin dans le dossier. Enfin, celle-ci,
va poser beaucoup de questions et vous allez voir. Mais on a décidé avec les administrateurs de la poser et on ne sait pas encore comment elle va être perçue, mais supprimer les dépassements d'honoraires. C'est une vraie chose qui est revenue dans les discussions depuis 1 an. Dans une médecine à 2 vitesses, où si on veut être soigné rapidement, efficacement, on va en secteur 2, en médecine libérale et en clinique privée avec des dépassements d'honoraires, où on a des délais d'attente qui sont plus courts, et inversement, si on n'a pas les moyens, on va dans le secteur 1, en hospitalier, avec des délais d'attente beaucoup plus longs. C'est peut-être très caricatural, mais il y a une vraie question à se poser sur la rémunération des médecins et le dépassement d'honoraires. Vous l'avez vu, la Cour des comptes, il n'y a pas très longtemps, enfin il y a même une semaine, a sorti un rapport sur les dépassements d'honoraires et qui ont augmenté encore cette année. Elles n'ont pas augmenté par médecin, et ça le directeur de l'assurance maladie est très fier de le dire, que chaque médecin finalement fait moins de dépassements d'honoraires, mais elles ont augmenté parce qu'il y a plus de spécialistes qui font des dépassements d'honoraires. Donc ça va bien si le patient il ne voit qu'un spécialiste. Or, vous le savez bien, quand on a un cancer, par exemple, ce n'est pas un spécialiste qu'on va voir. C'est l'anesthésiste, c'est le chirurgien, c'est l'oncologue, c'est le radiothérapeute. Et si tout ça, on le fait en secteur 2, et ben c'est autant de personnes à qui on aura des dépassements d'honoraires à payer. Donc c'est une vraie question. On met un peu les pieds dans le plat, mais après tout, c'est le travail d'un syndicat. Enfin, définir un panier de soins à rembourser. C'est quoi le panier de soins ? C'est quoi les soins qui doivent être, qui sont les soins de base que tout un chacun devrait pouvoir se financer sans limite, sans accès financier, enfin sans dépassement, sans se poser la question de comment faire pour financer. Politiquement, on a beaucoup entendu parler du panier de soins par rapport à la prise en charge de l'optique et du dentaire et des audioprothèses. Mais c'est peut-être aussi plus loin que ces seules choses qui ne sont pas du tout prises en charge actuellement. Mais est-ce qu'on finance que des soins primaires? Est-ce qu'on finance que des soins secondaires? C'est des vraies questions qui sont à se poser derrière ça. Et là, ça on a bien vu, lutter contre le non-recours aux soins, c'est aussi lutter contre le non-recours aux droits, et donc de lutter contre le renoncement aux soins. Là, on a vraiment abordé ça tout au long de la table ronde. Je ne vais pas refaire des argumentaires qui sont beaucoup plus forts que les miens. Aussi, 9e objectif, c'est bientôt la fin, je vous rassure. Simplifier la facturation et le remboursement des soins. Alors, on peut parler de tiers payant généralisé. En effet, comme ça, les patients, eux, ils n'ont pas d'avance de frais à faire. Mais pour les médecins, c'est une complication de pouvoir se faire rembourser par la Sécu, par la mutuelle, pour pouvoir être sûr que finalement ça tombe sur le compte et que ça correspond bien à la bonne somme. Réagir il y a 2-3 ans, à voter pour le tiers payant généralisé à condition d'une simplification de la facturation et du remboursement. Mais le message qui a été entendu, c'est pour le tiers payant généralisé. Mais parce que, peut-être, effectivement, grâce à nos compétences psychosociales, on a plus d'affinité pour la prise en charge de ces questions de renoncement aux soins au sein de Réagir, qui est avant tout un regroupement de jeunes médecins. Je me tiens à rappeler. Et enfin, ça a été très bien expliqué par Sophia, il faut qu'on réduise l'inégalité sociale de santé, parce que ce n'est pas que prendre en charge d'un point de vue social les patients, mais ça a une vraie répercussion sur leur santé physique, biologique et mentale. Donc à nous médecins aussi de se saisir de ces choses-là. Donc 10 objectifs. À l'intérieur de ces objectifs, 40 propositions réparties dans ces 10 objectifs qui vont être discutées ce week-end. Il y en a quelques-unes qui vont encore, je pense, être soumises à un débat. On a prévu bien 2-3 heures avec nos administrateurs pour ce sujet. Mais c'est un document qui n'a pas forcément vocation à être communiqué directement comme ça, mais qui va nous servir à nous construire notre argumentaire dans nos différentes interventions auxquelles Réagir est invité, auxquelles Réagir participe, et pour pouvoir influencer peut-être un peu les différentes institutions, mais aussi pour aller discuter avec des organismes comme la CPAM du Gard ou la CNAM, plus à notre niveau, ou l'adresse, ou d'autres organismes qui puissent nous dire si effectivement on part sur des propositions qui ont valeur à être concrétisées ou si c'est juste des propositions idéalistes. En tout cas, si ce n'est pas nous les jeunes qui avons des idées
un petit peu farfelues, mais en tout cas un peu nouvelles, je ne vois pas qui c'est qui les aura. Merci. Bah, lui, il était assis au fond, tranquille. Tu veux que j'aille me rasseoir? Non, ben, je vais faire simple. Voilà. Merci. D'un point de vue logistique, je te laisse faire peut-être, Sophie. En tout cas, merci beaucoup aux intervenants. Merci aussi d'être venus aussi nombreux à cet atelier, parce que c'était un peu un pari pour nous de savoir si c'était un sujet qui pouvait intéresser. Et voilà, votre présence montre que c'est le cas.